Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes en septembre 2024 et c'est l'épisode 379. Alors en faisant un pas de côté par rapport aux annonces Apple avec l'iPhone 16, l'Apple Watch Series 10, Apple Intelligence qui n'arrivera pas de sitôt, vous l'avez compris dans nos contrées européennes, ça c'était dans l'épisode de la semaine dernière. Il nous fallait désormais nous mettre à jour sur des sujets un peu plus profonds quand même et sans doute un peu plus complets. On va donc faire le point sur les avancées avec les derniers modèles de langage et alors notamment le dernier né d'OpenAI, O1 pour le dire en français, O1 le dirait-on en anglais, une sorte de successeur à GPT-4o. On va voir un petit peu ce qui change et ce qu'il y a de nouveau. On va parler aussi de plein de choses autour de l'intelligence artificielle, de l'encadrement par la loi de danger en Californie, la génération de vidéos qui arrive chez Adobe, beaucoup d'infos sur lesquelles on va s'actualiser donc tous ensemble. On a aussi d'ailleurs plein de bonnes nouvelles à vous partager, toujours avec l'intelligence artificielle et c'est bien fait. La lutte contre les conspirations, par exemple, par les temps qui courent, ça peut servir. On va aussi parler... j'avais jamais pensé faire cette association de mots dans Tech Café, mais on va parler du Cloud Lidl. Décidément. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste et je retrouve celui qui a été collecté toutes ces infos pour les condenser dans un conducteur pour cet épisode, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Eh ben écoute, il va très bien et lui aussi, il essaye de faire le meilleur rapport qualité-prix. Oh mais je n'en doute pas une seule seconde, je pense que les auditeurs en sont convaincus et si ils en sont convaincus d'ailleurs du rapport qualité-prix, ils devraient faire comme Olivier Bouvet, Fabien D et Thomas A qui ont accepté de nous soutenir sur Patreon. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté de soutenir Tech Café sur Patreon. Donc Tech Café, c'est un podcast gratuit, mais vous pouvez, surtout si vous trouvez que le rapport qualité-prix est bon, prendre part concrètement à l'aventure en vous abonnant sur patreon.com/Tech Café. Le montant, 1,50€ par semaine, c'est le montant d'entrée de participation. Vous profitez en échange d'un flux privé qui vous permet d'ajouter le podcast dans votre app de podcast habituelle sans en changer et vous profitez des épisodes sans la pub et vous accédez à des infos exclusives et surtout, et c'est le plus important peut-être, vous assurez que le podcast arrivera encore longtemps chaque semaine pour rythmer vos moments du quotidien. Les transports en commun, les déplacements en voiture, peut-être vos sessions de sport si vous faites partie des courageux, le bricolage, le ménage pour transformer donc ces moments de pure perte de temps quand on y pense, de notre basse vie matérielle en moments utiles et divertissants. Finalement, peut-être j'ose le dire, écouter Tech Café, c'est peut-être un peu élever votre âme et ça mérite forcément une petite participation. Bon, n'oubliez pas en tout cas que le soutien sur Patreon peut être plafonné et puis il est sans engagement. D'ailleurs, peut-être qu'en vous inscrivant dès maintenant, là, pendant que vous écoutez cet épisode, vous prendrez le relais d'autres soutiens qui ont préféré arrêter leur participation pour des raisons qui leur sont propres. Je vous invite évidemment dès maintenant donc à ouvrir votre navigateur. Là, vous faites Alt-Tab, vous changez d'app sur votre mobile, vous allez sur patreon.com/techcafé. Le lien est même dans les notes de l'épisode. On a un nouvel avis sur Apple Podcast. On est un petit peu en manque d'avis à Apple Podcast et je sais que vous déposez aussi des avis sur Podcast Addict et des étoiles sur Spotify. Je vous en remercie. Mais voilà, je voulais en tout cas remercier Céréal CH qui nous a déposé un avis depuis Apple Podcast Suisse et qui dit Tech Café est sans aucun doute l'un des meilleurs podcasts francophones sur les sujets et faits divers de la tech informatique de près ou de loin. La qualité des sujets traités est excellente. Je pense que vraiment, Guillaume, hommage à toi là-dessus. Les deux animateurs principaux, donc je pense qu'on peut se mettre tous les deux dans cette boucle en tout cas, sont toujours de bonne humeur. Et oui, on fait cet effort parce que parfois notre quotidien est dur, mais on reste malgré tout de bonne humeur. Souvent avec un trait un peu sarcastique, ce qui rend ce podcast incontournable. Vous n'avez que peu de temps par semaine pour écouter un podcast, c'est celui-là qu'il ne faut pas manquer. Signé Céréal CH, merci infiniment à toi. Vous pouvez interagir aussi avec nous avec des commentaires sur techcafé.fr et sur le serveur Discord, techcafé.fr/Discord. Je n'y suis pas très présent, je passe encore quelques mois où j'ai besoin de me concentrer sur certains impératifs perso, mais je sens qu'après, je vais redoubler d'efforts et de présence sur le serveur Discord, techcafé.fr/Discord. Guillaume, sans autre forme de procès, alors vraiment, tu as été écumé. Les news qui finalement méritaient d'être relayées, mais depuis, non pas les 7 derniers jours, mais quelque part les 2 dernières semaines, parce que tu n'étais pas là la semaine dernière,
Et on s'est fait plaisir entre Apple fanboys à parler des innovations légendaires d'Apple pour cette rentrée 2024. Mais en fait, il s'est passé plein d'autres choses. Et donc, sans autre forme de procès, on va attaquer tout de suite, à commencer par le dernier né d'OpenAI. Il faut que tu nous clarifies un peu comment est-ce qu'on peut être encore meilleur quand on s'appelle OpenAI en proposant GPT-4o, qui est déjà extraordinaire, hein, on va tous le concéder. Mais il y a encore mieux maintenant, c'est ça, Guillaume? Bah oui, bon, il y a de la marge quand même, hein, faut pas déconner, hein, c'est pas comme si on avait un truc omniscient non plus, quoi. C'est Non, vrai. il y a quand même beaucoup de marge, effectivement. Puis la grosse actu de la semaine, c'est bien évidemment le nouveau modèle d'OpenAI, O1, qui fait couler beaucoup d'encre, comme on dit, voilà, pour ceux qui Ouais. écrivent encore leur chronique au stylo et à la plume d'oie, je sais pas. Et donc oui, O1, il est bon, hein, il est aussi significatif parce que c'est quand même un changement de paradigme assez fondamental. Et d'ailleurs, il s'appelle O1 avec un O pour OpenAI et un One pour remettre les compteurs à zéro. Apparemment, les GPT machin, ça a l'air fini. O1 est le premier modèle de sa catégorie, hein, selon OpenAI. Et probablement, c'est la manière dont OpenAI va concevoir la plupart de ses futurs modèles. O1 est sans doute ce qui était appelé en interne Strawberry, ou Orion, hein, puisque les rumeurs parlaient aussi d'un modèle Orion entraîné sur les données synthétiques. Alors, O1 est une version d'Orion qui ramène sa fraise ou l'inverse, hein, je sais pas, mais c'est pas très important. O1, c'est un changement de paradigme tout simplement parce qu'il va introduire une nouvelle variable, un nouveau paramètre, on va dire, à prendre en compte quand on parle des modèles de langage, enfin, en tout cas des chatbots, mais pourtant il apporte rien de fondamentalement neuf scientifiquement parlant. Alors si vous suivez le podcast, hein, vous aurez entendu parler déjà d'AlphaCode 2 par exemple, hein, et aussi de chaînes de pensée, et aussi des recherches préliminaires qui ont nourri les discussions sur ce qu'aurait pu être QStar, à l'époque où c'était le modèle mystère, voilà, il y a à peu près un an de ça, et qui a beaucoup fait parler. Et tout ça tourne finalement autour de la même idée, hein, c'est-à-dire au lieu de demander une réponse directe au chatbot, on laisse dérouler un raisonnement, parfois très long, voire plusieurs raisonnements, plusieurs possibilités, et puis ensuite on produit une réponse qui est basée là-dessus. Alors, comment implémenter ça efficacement ? C'est toute la question en fait, hein, c'est toute la difficulté. Mais c'est ce que faisait AlphaCode, par exemple, qui pouvait tester des milliers d'idées de programmes pour aboutir à une réponse et qui donc, moyennant beaucoup plus de calculs, se révélait être donc une IA bien meilleure dans des compétitions de programmation, voilà, que des modèles de langage standards. Là, en gros, c'est un peu pareil. O1 reste un modèle de langage tout à fait standard, hein. Il va produire toujours les mots les uns à la suite des autres, mais il est entraîné en deux temps, deux grands temps, on va dire. Hein. On part d'un modèle normal, c'est un modèle comme GPT-4, hein, qui voilà, ne fait que prédire le mot suivant en utilisant pareil des masses énormes de texte. Donc voilà, comme d'habitude, on entraîne une sorte de GPT, de GPT-4. Et puis ensuite, on va lui appliquer une phase d'entraînement par renforcement où on va le récompenser, l'encourager pour développer son raisonnement le plus longuement possible et en utilisant les méthodes les plus efficaces possibles. Dans le sens où elle mène un résultat juste, quoi. Hein, voilà. Et donc en gros, on récompense le modèle pour réfléchir. Au plus il réfléchit en aboutissant à une réponse correcte, au plus on le récompense, quoi. Et donc, on va faire ça des milliards de fois, hein, tout simplement. Et on va, comme ça, modifier un petit peu les poids d'une autre manière. C'est-à-dire qu'on part de ce modèle-là, hein, d'un modèle de langage normal qui prédit les mots comme avant, mais on va lui appliquer ce truc-là qui va le pousser à se comporter d'une manière un petit peu différente. En fait, on entraîne tout simplement à ne pas répondre du tout du tac au tac, mais à utiliser donc des nouveaux tokens déjà, des tokens de réflexion, comme ils appellent ça, qui vont en fait délimiter tout simplement des zones de texte qui vont constituer une sorte de brouillon pour le chatbot, où le chatbot va se parler à lui-même et réfléchir à la question. Cette zone qui est en général pas affichée, enfin là en tout cas elle n'est pas affichée directement, hein, dans le cas de O1, et qui sert à synthétiser la réponse du chatbot qui va s'appuyer dessus. Donc finalement, c'est une chaîne de pensée, quoi. Hein. C'est la technique de la chaîne de pensée, ni plus ni moins, mais qui est encadrée, qui est prise en compte par le système, et surtout le modèle est spécifiquement entraîné pour le faire. Et c'est beaucoup plus efficace que juste dire dans le prompt vas-y, fais-moi ça, réfléchis pas à pas, ou voilà, fais du raisonnement, etc. Ça marche un petit peu de mettre ça dans le prompt, mais ça marche beaucoup mieux si tu surentraînes le modèle pour faire ça. Donc très intuitivement, on peut se dire que cette méthode peut grandement améliorer les capacités de O1 pour tout ce qui est maths, sciences, code, mais que ça n'a pas forcément un très grand intérêt pour la rédaction d'un email ou d'un poème ou d'un chapitre de bouquin, tu vois. Et effectivement, d'autant que ça va prendre plus de temps, quelque part. Tout à fait, parce que ça prend plus de temps, bien entendu. Voilà. Et bon, c'est vrai que O1 n'est pas meilleur que GPT-4o pour absolument tout. Par ailleurs, on peut aussi se douter que ça va pas aider pour les erreurs factuelles, hein, parce que bon voilà, si tu sais pas à quelle date est mort Napoléon, c'est pas en réfléchissant des heures que tu vas miraculeusement trouver la date. Je veux dire, tu sais pas quoi.
Donc ça peut aider à dépister des erreurs que tu peux faire éventuellement si tu réponds un peu trop vite, un peu comme nous. Mais bon, en gros, si tu sais pas, tu sais pas. Donc de fait, les progrès de Owen sont spectaculaires, pour le coup, en maths, en physique, en chimie. Alors on peut le voir donc, dans tous les tests qu'ont publiés voilà, OpenAI, hein, donc il faudra faire aussi les tests indépendants et voir aussi à l'usage, mais si on en croit en tout cas ce que dit OpenAI, sur les tests qui sont d'assez haut niveau, comme GPQA, on peut passer de 40 à 64% de bonnes réponses en chimie par rapport à GPT-4o, de 59 à 92% en physique et de 61 à 69% en biologie. Sur le test maths, qui est donc le test de mathématiques, hein, bien sûr, pas de très très haut niveau, on passe de 60 à 94%, qui indique au passage d'ailleurs que ce test est bientôt obsolète, hein, et que voilà, pratiquement tous les futurs modèles vont le maîtriser, il faudra passer un test plus difficile, on va dire, pour faire la différence. Par contre, si on regarde les tests d'anglais, ou pour la qualité générale du style, hein, de l'écriture, il n'y a pas de changement. Le modèle est meilleur en logique et en sciences en général, en codage aussi, mais voilà, c'est pour le reste, c'est pas forcément la peine d'utiliser ça. Alors évidemment, je vais pas pouvoir éviter l'analogie système 1/système 2 que tout le monde fait, hein, à tort ou à raison. Bon, je sais pas trop, je suis pas psychologue, moi, mais disons, effectivement, c'est le but, hein, effectivement, de donner une sorte de système 2 à GPT, c'est-à-dire un système où il réfléchit au lieu de répondre comme ça par réflexe. Alors, O1 est significatif, O1, si vous voulez, hein, c'est parce que, bon, il utilise rien de magique, hein, vous avez bien vu, hein. Il n'y a pas des trucs super nouveaux qui n'ont jamais été vus ailleurs, mais on a désormais quand même un nouveau paramètre à prendre en compte quand on parle des performances des modèles et de comment on les utilise et de combien ils vont coûter aussi à l'usage, parce qu'il va falloir tenir compte à la fois des capacités de calcul qui sont utilisées pour l'entraîner et de celles qui sont utilisées pour générer des réponses. Et donc il y a 2 dimensions de scaling maintenant. C'est-à-dire qu'on a une dimension au moment de l'entraînement et une autre au moment de l'inférence, c'est-à-dire de l'utilisation. Jusqu'à présent, le temps alloué à l'inférence, c'est-à-dire à l'utilisation du modèle, hein, quand le modèle vous produit du texte, la quantité de calcul dépendait uniquement de la taille de la réponse. Si vous répondez à chaque mot, demandez le même temps de calcul. Désormais, une simple réponse oui ou non, avant c'était un mot, donc forcément, oui ou non, il vous donne oui ou non, donc il calcule un mot. Là, avec O1, il vous répond oui ou non, mais il réfléchit. Ce qui veut dire qu'il peut demander 10 secondes, 30 secondes ou plus selon la complexité du problème et donc le temps de réflexion qu'on va lui accorder. Et ça va faire potentiellement des dizaines de milliers de mots supplémentaires. Et donc la qualité des réponses va dépendre de 2 dimensions. De la force de base du modèle, qui dépend donc de son pré-entraînement, et donc de la force de base du modèle de langage sous-jacent, hein, qui lui finalement reste assez conforme à ce qu'on connaît, et aussi la qualité et à la longueur de son raisonnement. Et donc aussi aux moyens qu'on se donne, c'est-à-dire à la quantité de calcul qu'on lui donne au moment où on lui pose la question. Alors, l'ampleur des progrès qu'Owen fait en une seule fois, en une seule génération, valide quand même la méthode de la chaîne de pensée, ça a l'air tout à fait efficace. Et ce qui est cool, c'est que du coup, ça laisse entrevoir qu'on peut booster énormément et assez facilement les capacités de pratiquement tous les modèles à venir, petits et grands. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, puisqu'on peut s'attendre à voir arriver des petits modèles, hein, qui n'ont pas forcément la culture générale d'en mettre des questions pour un champion, mais qui peuvent réfléchir pas trop mal, qui soient assez cohérents au niveau logique, et qui sachent bien coder, bien utiliser des outils qui peuvent se révéler utiles même à petite taille, finalement. Donc on peut conclure par quelques trucs plus pratiques, hein, sur les versions qui sont actuellement disponibles de O1, ça va changer assez vite, j'imagine. Donc normalement c'est pour les utilisateurs payants américains qui peuvent utiliser O1, la preview vraiment de O1. Le modèle final d'ailleurs est encore en cours de cuisson. Pas que américain, hein, la preview. Enfin, moi j'ai pu la tester en tout cas sur un compte que j'avais activé avec preview et mini. Tu as payé pour ça ou pas? Ouais. Ah oui, voilà, oui. Donc c'est pour les. J'ai pris un mois d'abonnement. Donc pas que. Donc c'est pour les d'accord. Donc c'est pour les utilisateurs payants, mais pas qu'américains. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Donc il y a une version mini effectivement qui est beaucoup plus petite, mais qui peut réfléchir encore plus. C'est ça qui est marrant parce qu'apparemment, évidemment, elle consomme beaucoup moins de calcul, et donc du coup ils peuvent la laisser réfléchir plus longtemps. Enfin, en tout cas avec plus de mots, pas forcément plus longtemps, mais avec plus de mots, parce qu'évidemment, si les mots sont produits plus vite, si elle réfléchit plus autant que le gros modèle, elle peut réfléchir avec plus de mots, donc plus longtemps pour elle, dans le sens où elle aura des raisonnements qui seront plus longs. Elle peut explorer encore plus de chaînes de pensée, si vous voulez. Et à terme, d'ailleurs, la version mini sera proposée gratuitement. Enfin, en tout cas, aux utilisateurs gratuits, ceux qui ne payent pas pour ChatGPT. Et donc, il faut attendre les réponses de O1, alors parfois plusieurs dizaines de secondes, et on ne peut pas faire de pause pour l'instant, on ne peut même pas pour l'instant choisir non plus le temps de réflexion alloué. Alors, tout n'est pas totalement clair, parce que OpenAI oblige, il y a plein de choses qui sont fermées,
Mais ce qui est apparemment, ce qui est apparemment sûr, c'est que vous ne voyez pas les chaînes de pensée brutes. Vous voyez pourtant, vous avez l'impression de voir des chaînes de pensée quand vous utilisez le modèle, vous voyez le raisonnement se dérouler. Mais en réalité, ce qui est affiché, c'est pas les chaînes de pensée brutes, c'est un résumé de chaque étape des chaînes de pensée. Et ce résumé est peut-être produit par un autre modèle qui est probablement plus petit et moins cher à utiliser. Donc pour le moment, il n'y a pas de vérification que le raisonnement est bon. D'ailleurs, le modèle est loin d'être infaillible, hein, on est quand même loin du compte aussi. Il se laisse encore piéger fréquemment, même s'il est meilleur qu'avant dans certains trucs, il n'est pas du tout infaillible. C'est pas non plus un modèle multimodal pour le moment, hein, c'est texte uniquement. La version finale le sera, hein, et pour l'instant, on n'utilise pas encore d'outils. Évidemment, c'est un modèle qui va s'améliorer sur tous les plans au fil du temps. Et bon, bien entendu, un tel progrès a suscité l'inquiétude des plus pessimistes concernant un futur cataclysme IA. Donc il y a qui? Il y a Yoshua Bengio. Yoshua Bengio qui s'est ému de ce qu'OpenAI lui-même considère O1 comme plus dangereux que GPT-4o en ce qui concerne les risques de conception d'une arme biologique, voilà, un risque qui demeure à ce jour assez faible, hein, je vous rassure, mais qui pousse Bengio à exhorter le gouvernement de Californie à ratifier la fameuse SB 1047 dont on parlait il y a 15 jours de ça. Il y a un élément qu'il faut peut-être souligner, justement pour montrer à quel point, oui, c'est une avancée, mais qu'en même temps, ça ne révolutionne pas la manière dont intrinsèquement ça fonctionne. On en a parlé un petit peu par message avec Guillaume. Moi, j'ai vu fleurir à droite et à gauche et j'ai pris le sujet au mot. Je me suis dit, il y a peut-être un truc que je n'ai pas saisi. Le fait que, par exemple, c'était un outil qui était capable de combler des lacunes que pouvaient avoir les modèles précédents, comme par exemple, vous savez, la fameuse anecdote du nombre de R dans Terrarium, de T dans Trottinette. Ça ne change rien, hein, et ça, tu me l'as bien ressouligné, puisque la manière intrinsèque dont ça fonctionne un modèle de langage sur la base des tokens fait que fondamentalement, ça, c'est exactement comme avant, finalement. Donc, il n'y a pas de nature à corriger ce défaut-là. Disons que c'est une question idiote, poser la modèle de langage. Comme il y a 2 lettres dans tel mot, c'est une question idiote à lui poser, parce qu'il ne voit pas les lettres. Effectivement, il raisonne par tokens qui sont des mots. Donc lui, tout ce qu'il connaît, ce sont des mots ou des morceaux de mots, mais il ne connaît pas les lettres en réalité. Ce qui veut dire que c'est une question qui n'est pas très très intéressante en fait, je trouve, à poser à un modèle de langage, mais qui malgré tout, effectivement, fait les tours des réseaux avec combien de R dans Strawberry, mais on s'en bat les couilles en fait. Ça. On s'en fout, mais bon, effectivement, oui, vas-y. Ceci étant, en fait, ces outils-là devraient arriver, tu vois, à détecter ce type de requête et à détourner la solution. J'imagine qu'il y a vrai moyen de corriger le problème, non pas à la base, mais peut-être en détectant ce type de sollicitation et en utilisant des moyens détournés, tu vois. Mais il est même possible que des modèles soient capables de répondre à la question au prix de contorsions monstrueuses, mais je veux dire, voilà... de toute façon, il ne voit pas les lettres, et puis voilà, c'est pas ce qui est le plus... Disons, voilà, en tout cas, c'est pas ce qu'il y a de plus... C'est pas les questions les plus intéressantes à poser à un chatbot, quoi. En attendant la prochaine version de ces modèles de langage qui nous donnera de l'air, puisqu'elle s'appellera forcément O2, on va continuer à couvrir l'actu au sujet de l'intelligence artificielle et notamment, l'encadrement légal pour justement encadrer les dangers dont tu commences à nous dessiner la perspective, Guillaume, alors notamment en Californie. Oui, alors disons que la SB 1047, donc c'est un projet de loi californien qui vise à réguler l'IA et surtout à permettre d'attaquer en justice leurs créateurs si les choses tournent mal. Cette loi donc est sur le bureau de Gavin Newsom, qui est donc le gouverneur, qui doit y mettre son veto ou bien la ratifier avant la fin du mois. Donc c'est une loi qui est controversée et pas selon des lignes partisanes claires. Dernièrement, la SAG-AFTRA, donc en gros le syndicat des acteurs américains, ainsi que 2 grosses associations féministes ont clairement affiché un soutien à la SB 1047. De même qu'une association de défense des latinos, il y a l'Union internationale des employés de services, donc le SEIU, qui a aussi fait part de son soutien. Et ce qui fait qu'en fait, on a un phénomène qui est encore plus rare qu'une aurore boréale à Bastia, un alignement entre des associations féministes, des syndicats et Elon Musk. Parce qu'il est pour aussi. Alors que, assez étonnamment, Trump y est opposé, de même que Marc Andreessen, voilà, le venture capitaliste, parce que c'est pas très très étonnant ça pour le coup, et Nancy Pelosi. Nancy Pelosi qui est démocrate et ex-présidente de la Chambre des représentants, et aussi Fei Li, qui est considérée comme une sommité du secteur de l'IA et qui est aussi contre la SB. Donc c'est très compliqué, sachant que les grosses boîtes sont plutôt carrément contre, évidemment, on s'en serait douté. Donc écoute, oui, le suspense est à son comble, et c'est une loi qui est assez étrange, et c'est très difficile de se positionner pour ou contre, en fait. Réponse fin du mois, si j'ai bien compris, entre un veto ou une promulgation
Donc on verra d'ici quelques semaines dans Tech Café. Et puis des levées de fonds, hein, Guillaume, pour des personnes qui ont quitté OpenAI et qui voguent vers d'autres cieux. Mais il n'y a pas OpenAI enfin, il y a OpenAI, bien sûr, mais il n'y a pas qu'OpenAI qui veut rendre les IA super intelligentes. Il y a Sutskever, qui est donc un ex d'OpenAI, qui l'apporte parce qu'il n'avait pas assez de pognon pour faire son boulot de dresseur de super IA, et qui vient de trouver beaucoup de pognon, justement, pour la boîte qu'il vient de fonder, qui s'appelle SSI pour Safe Super Intelligence. Et en à peine 3 mois, SSI vient de lever $1 bon milliard de gros investisseurs, hein, comme Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, DST Global, etc. Et donc SSI, dont on ne sait toujours pas si elle a plus de 10 employés, pourrait déjà peser 5 milliards, ce qui est assez fou. Alors à 37 ans, Sutskever, il a quand même une grosse pression, parce que une grosse pression qui s'est mise tout seul, puisqu'il veut créer une super intelligence qui soit en plus sans aucun danger. On sait absolument rien de la manière dont il compte s'y prendre d'ailleurs, mais bon, 1 milliard, c'est vrai que ça peut quand même acheter pas mal de temps de calcul sur des gros serveurs, ça peut aider. Il va falloir se dépêcher parce que on vient de voir qu'OpenAI ne reste pas complètement les bras croisés. Et d'ailleurs, on l'a pas explicité d'ailleurs, mais c'est vrai qu'il y a un truc intéressant aussi, c'est que la manière dont O1 réfléchit est totalement transparente. C'est du texte en clair. Et alors, ça peut pas être autre chose, de toute façon, pour le moment. Et donc, quelle que soit la réponse qu'il donne, pour le coup, là, si on est du côté d'OpenAI, et qu'on a donc accès à la fameuse chaîne de pensée au raisonnement en brut, on peut lire ses réflexions et comprendre ce qui l'a conduit à répondre ça. Donc, c'est intéressant parce que si à bas niveau, on ne sait pas exactement comment tel mot est décidé par rapport à tel autre, isolément, avec O1, on peut quand même, à plus haut niveau, comprendre le modèle et comment il décide de faire ça ou ça. Parce que Son tout espèce simplement, de il nous le dit. raisonnement, quelque part. Ouais. Parce qu'il nous le dit, ouais, tout simplement, c'est ça qui est intéressant. On peut vraiment lire, j'allais dire, on peut lire ses pensées. Bon, vous voyez ce que je veux dire, ça n'a pas de sens vraiment de dire ça, mais la manière dont il réfléchit, le brouillon qu'il fait est en clair, donc on sait exactement pourquoi est-ce qu'il fait des erreurs ou pas. Un exemple très concret, explique-moi comment démontrer le théorème de Pythagore. Voilà, il y a 3 étapes qui prennent 7 secondes en tout. Il analyse les demandes et je suis en train de voir que l'utilisateur demande une explication en français sur la démonstration du théorème de Pythagore. Éclaircir le théorème, je suis en train de démontrer le théorème de Pythagore avec la relation entre les côtés d'un triangle rectangle et calculer l'aire totale. Donc voilà, on voit qu'il y a effectivement cette espèce de découpage de sa réflexion. Comme tu le dis, c'est pas du bas niveau, mais bon, au moins ça apporte des petites clés de lecture. On continue avec l'intelligence artificielle générative, mais dans le domaine de l'image et plus précisément dans le domaine de la vidéo, parce que s'il y a bien une entreprise qui compte bien faire sortir le carnet de chèques à ses clients actuels qui souscrivent déjà à ses services, pour aller plus loin et pour leur proposer de l'intelligence artificielle générative, notamment en vidéo, c'est Adobe, Guillaume. Oui, c'est pas une très très grosse news en passant. Firefly, donc c'est le générateur d'images d'Adobe, va passer à la vidéo. Il vient de publier quelques vidéos comme ça de démos, c'est respectable. Les exemples sont sans doute bien choisis, forcément ils ont choisi les meilleurs. Oui. Alors ils sont pas super longs, la résolution est pas dingue, mais ça reste cohérent, ça reste d'une plutôt bonne qualité. Et surtout, Adobe veut offrir des moyens de contrôle supplémentaires, Il veut donner par exemple la possibilité de gérer les angles de caméra, le style de l'image, la focale, etc. Donc, c'était inévitable, tout le monde s'y met, donc Internet fait mumuse avec Gen 3 et Kling depuis des semaines. Donc forcément, voilà, Adobe rentre dans le jeu, ce sera attesté quand ce sera dispo, bien entendu. Puis on a une autre petite info d'ailleurs que j'ai vu passer, qui tient presque de l'anecdote, mais qui, je pense, peut avoir des implications un peu plus profondes, c'est que les générateurs d'images peuvent aussi imiter votre écriture, ou celle de votre père, ou celle de n'importe qui. En l'occurrence, c'est le journaliste d'Ars Technica qui constate avec sidération que Flux peut, s'il est entraîné pour reproduire avec une précision perturbante l'écriture de son père décédé. Et c'était déjà connu sur Reddit que Flux pouvait faire ça. Alors, il ne le fait pas de base, bien entendu, mais si vous entraînez Flux, si vous créez un LoRa, si vous fine-tunez le modèle avec des exemples d'écriture de quelqu'un, vous pouvez lui demander d'écrire comme ce quelqu'un, et c'est assez convaincant. Et c'est marrant parce que c'est assez nouveau quand même, parce que effectivement les anciens générateurs d'images étaient très mauvais pour générer des textes, alors que la nouvelle génération, comme SD3 ou Flux, sont beaucoup plus doués pour ça. Et donc c'est un petit peu nouveau, parce que ça laisse évidemment présager d'autres possibles abus, parce que autant revoir de nouveaux mots, si tu veux, avec l'écriture d'un proche décédé, bon, ça pose déjà des questions psychologiques et éthiques, peut-être. Mais on peut aussi se dire que bientôt, une photo d'un document manuscrit, ça peut être falsifié jusque dans le style d'écriture. C'est encore un détail, finalement, qui remet en cause un petit peu la valeur factuelle des images, tout simplement. C'est terriblement bluffant de voir les exemples, je trouve, où effectivement, il y a cette espèce de cohérence d'une écriture, comme on l'aurait sur n'importe quelle écriture, mais avec des subtiles variations des lettres,
qui ne remettent pas en question le fait que tu as l'impression que c'est la même personne qui a tout écrit. Mais bon, enfin voilà, j'enfonce une porte ouverte par rapport à la description que tu viens de faire, mais moi je trouve ça bluffant visuellement. Allez regarder l'article d'Ars Technica et les descriptifs qui en est fait. On avait relayé, Guillaume, il y a de cela quelques épisodes, je ne sais plus quand exactement, cette capacité des intelligences artificielles génératives, et c'était une démonstration de la part de Google, si je ne dis pas de bêtises, à recréer Doom, mais pas avec le code, c'est-à-dire en générant les images et avec une espèce de cohérence en fonction du parcours qu'on en faisait. Est-ce que je suis dans la continuité de cette Oui. info-là avec Mario ? Oui, oui, complètement, hein. D'ailleurs, c'est un petit peu, puisqu'on parle de vidéo générative, on peut mentionner vidéo VGG, et c'est vrai que c'est clairement un petit peu un analogue très cheap à Game Engine, pardon, oui, Game Engine, qui était donc le réseau de neurones qui simule Doom, hein. C'est exactement le même principe avec Super Mario, le premier, hein, sur NES, Super Mario Bros, et de manière vraiment très dégradée. Déjà au niveau de la résolution, c'est le quart de la résolution de la NES, qui était déjà pas précisément 4K, et puis aussi parce que Mario en fait ne peut que sauter et aller vers la droite, ce qui est quand même très restrictif, même pour un jeu antique comme ça. Par contre, ces concessions ont permis d'entraîner et de faire tourner le modèle sur une seule GeForce 4090, soit une carte haut de gamme, mais quand même grand public, qui est assez loin des GPU professionnels, hein, et ça en seulement 48 heures. Les auteurs sont donc fiers d'avoir battu les gars de Game Engine, hein, à avoir inventé la manière la plus inefficace possible de jouer à des jeux rétro, puisqu'une 4090 n'arrive pas à faire tourner Mario à plus de 60 images par minute. Et en résolution dégueulasse. Et mal, en fou, avec des hallucinations partout en plus. Bon, évidemment, ça sert à rien, ça sert strictement à rien. C'est pas l'objectif de la démo. Sauf à montrer que, bah oui, décidément, on peut imaginer de la vidéo générative interactive, hein, que c'est une possibilité. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais ça commence, même ce genre de truc commence à être accessible même avec des hardware qui sont, disons, relativement modestes. Qui sont accessibles effectivement pour du grand public, même si c'est pas les plus accessibles, on va dire. Bon, il y a une entreprise qui ne souhaite pas passer à côté, hein, de toute cette évolution, et on le relaie régulièrement, mais là, ça se manifeste au travers de plusieurs infos, c'est Google. Oui, on a beaucoup parlé d'OpenAI, il est logique de parler aussi des dernières nouvelles de Google pour l'IA, hein, qui est devenue une obsession. L'IA est devenue une obsession pour Google, à tel point que Sergey Brin il est revenu travailler à la boîte. Donc avec Larry Page, hein, Sergey Brin a fondé Google, il a fondé Google vers le début des années 2000. Hein. Et puis vers 2008, il a commencé à s'emmerder, et puis il est plus ou moins parti faire joujou avec des avions. Et il serait de retour chez Google pratiquement tous les jours, parce que l'IA, c'est un super joujou aussi, il trouve ça cool. Alors il revient casser... Comme quoi, hein. Ouais, il Comme revient... quoi l'intelligence artificielle, ça fait ramener des travailleurs au bureau, finalement. Et ouais, il était en télétravail très très loin. Hein. Puis là, il est revenu en présentiel, c'est sympa. Donc il vient casser les pieds des ingénieurs qui doivent sans doute cravacher dur pour pas se faire distancer par les autres monstres du secteur. Alors il aurait révélé ça à une interview à LA, à Los Angeles, et il y croit. Et Google aussi vient de lancer plusieurs fonctions, d'ailleurs, dont Gemini Live, qu'on a vu lors du lancement du Pixel 9, et qui est l'analogue de ce qu'OpenAI a montré, et m'a promis, hein, mais qu'elle n'a toujours pas mis à la disposition du public, c'est-à-dire un chatbot purement vocal, avec qui on discute directement en audio, hein, sans texte, et qu'on peut même interrompre d'ailleurs au milieu. Il y a aussi une autre fonction rigolote que j'ai vu passer, dont je me demande à quel point elle est pertinente, mais elle est quand même assez bluffante. Si vous pouvez transformer n'importe quel document en podcast. Alors c'est une nouveauté de Notebook LM. Vous envoyez un fichier PDF sur la fiscalité des PME, par exemple, voilà. Et puis il produit un fichier audio d'un dialogue entre deux personnes façon podcast. Alors non seulement le contenu est converti en dialogue avec une qualité audio qui est vraiment pas mal du tout, c'est un homme et une femme en général, mais en plus il y a vraiment le style talk show. C'est vraiment un talk show. Genre le mec dit hey, tu te souviens quand t'avais ton magasin de cache-tétons sur internet, les impôts ça t'a toujours stressé, hein. Et là t'as une femme qui répond oh là je te le fais pas dire, hein, je savais jamais ce que je devais en mettre, si je devais mettre ceux à paillettes et ceux à pompons ensemble, tout ça, parce qu'on n'avait pas le même fournisseur, tout ça. Et le mec il dit ah oui, oui c'est vrai je comprends bien, écoute Martine, tu sais qu'il y a du nouveau sur la fiscalité de blablabla. Et voilà. Au lieu de lire simplement le doc et d'aller droit au but, hein, aussi, on transforme ça en quelque chose de, je sais pas, de plus divertissant, j'imagine. Alors faut voir le temps, hein, probablement, et confiance dans l'interprétation du modèle, mais le résultat est quand même assez bluffant, et on peut en plus imaginer que tu puisses même carrément créer des vidéos, parce que maintenant tu sais que tu peux créer des avatars vidéo qui disent n'importe quoi avec synchronisation labiale et des mouvements de tête et des mains, et c'est tout à fait possible, quoi. Donc ça veut dire que tu pourrais limite transformer n'importe quoi en reportage, voilà, en reportage télé, c'est assez incroyable. Bon, on peut conclure par un truc encore plus,
aussi peut-être plus prometteur dans un cadre pratique, hein. Les robots du futur pourront ranger mes fringues dans la penderie, et ça, c'est quand même cool. Parce que DeepMind a montré quelques vidéos de ces robots, et ils ont une belle dextérité. Alors, ils savent faire des lacets, ils savent aussi mettre des polos sur des cintres. Et plus inquiétant pour Yoshua Bengio, j'imagine, ils peuvent réparer un autre robot. Aïe, 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 c'est comme ça que ça commence. Enfin, en tout cas, c'est encore une itération de leur système Aloha, hein. Aloha, c'est Aloha Unleashed, qui succède à Aloha 2, qui utilise un système de diffusion, d'ailleurs, hein, comme Stable Diffusion, pour imaginer les actions du robot. C'est assez marrant à voir, même si c'est pas particulièrement spectaculaire. J'imagine que tu as hâte qu'on range tes chaussettes et tes sous-vêtements dans ta penderie à ta place. Je déteste les cintres, donc ouais, vraiment. C'est vrai que c'est con un cintre. Bon, c'est pratique aussi, mais c'est con. Ça fait partie de ces grandes inventions de l'humanité comme les Tankerville par exemple. On n'a pas trouvé mieux, mais ça reste tellement nul. Trouver mieux que le Tankerville. Je pense que si quelqu'un trouve une invention qui remplace le Tankerville... Tu sais ce que c'est un Tankerville? J'utilise ça comme mot, mais non. Un étendoir, quoi, pardon. Ah, c'est un étendoir pour toi? Putain. Ok. C'est ça un Tankerville, non? J'appelle ça. Attends, j'ai cru que ce soit mes origines. Je sais pas du tout, charentaises qui aucune reviennent. idée. Ok, oui, non, mais j'en ai aucune idée. Très bien, je te crois. Dites-nous dans les commentaires si vous connaissiez le mot Tankerville. Bon, pardon, allez, je mets tout ça de côté parce qu'évidemment, ça pose des questions, tout ça, hein, surtout quand tu commences à aborder des sujets autour de la robotique, de savoir quels seront les impacts sur le monde du travail, forcément. Oui, dernière news Google, d'ailleurs, avec un sujet un petit peu sensible, hein, le chômage. Alors, c'est pas que Google va tous nous y mettre, hein, pas encore, mais c'est que le Nevada a signé un contrat de $1 million avec Google pour utiliser ses IA pour accélérer le traitement des dossiers de chômage. Alors, c'est encore une utilisation assez précoce du deep learning dans le service public surchargé par les demandes de recours, hein, qui n'arrivent pas à traiter assez vite. Il faut dire que c'est encore une scorie du Covid. Pendant le confinement, les confinements, il y a eu près de 30% des salariés de l'État qui se sont retrouvés au chômage, et donc ça y a eu un raz-de-marée qui a noyé les systèmes. Il y a eu plein d'erreurs de la part des chômeurs et des institutions, d'ailleurs, de tout le monde un petit peu. Bon, ça a été compliqué, quoi. Et puis bon, régulariser tout ça, c'est un cauchemar. Et ça se fait encore sentir aujourd'hui avec des milliers de demandes de recours en attente. Et bon, pour aller plus vite, le Nevada s'est dit que ce serait pas idiot de faire lire les dossiers à une IA, hein, qui prémâche le travail. Donc l'assurance chômage a des milliers, voire des dizaines de milliers, hein, de comptes rendus d'audition et de dossiers de recours, dont chacun demande facilement 3 bonnes heures de lecture à un employé moyen, mais qui est lu évidemment en 5 minutes, à moins de pas, hein, par Gemini. Et donc c'est lui qui va se les coller, hein, et puis il va donner en résumé une appréciation, bref, des recommandations qu'un humain va devoir lire et valider ou non. Évidemment, ce sera un gain de temps énorme, hein, si tout va bien. Google assure que ces données, qui contiennent des infos très personnelles, bien sûr, seront pas utilisées pour l'entraînement des modèles et que tout sera anonymisé, tout ça, bien évidemment. Reste que, forcément, on peut avoir plus ou moins confiance dans le jugement de Gemini pour un truc aussi sensible que l'assurance chômage, hein, avec des trucs, pour payer les loyers, tout ça. On sait que Gemini est un modèle assez compétent, quand même, qui a plutôt un bon score sur les tests de droit, jusqu'à 75% dans certains questionnaires, mais enfin, 75%, c'est pas 100. Et on a vu la dernière fois aussi que rajouter des documentations même au modèle, ça donnait pas des solutions miracles non plus. Donc, on sait bien aussi par ailleurs, donc il y a des inquiétudes, mais on sait aussi par ailleurs que les humains sont eux-mêmes loin d'être infaillibles. Ils sont loin d'être complètement non biaisés, impartiaux et infaillibles. Surtout des humains sous pression, en général, les humains sous pression, c'est encore moins infaillible. Donc Gemini, est-ce qu'il sera moins fiable, plus biaisé qu'un spécialiste humain ou pas? C'est encore une fois toute la question. On continue et on termine peut-être cette rubrique avec des souhaits de la part d'Amazon d'intégrer de l'intelligence artificielle pour compléter son catalogue Audible ou Audible, selon comment vous le prononcez. Oui, il veut aller plus loin, plus vite, surtout avec Audible ou Audible. Ouais, je n'ai jamais su vraiment comment on prononçait en France, mais en tout cas, c'est pour faire plus de pognon, hein, voilà, et pour ça, il faut plus de matière. Donc il y a énormément de livres qui n'ont pas encore été enregistrés, hein, tout simplement. Alors que ça prend que quelques minutes finalement, si tu fais faire ça à des modèles de synthèse vocale un peu chiadés, c'est pas très très long. Alors évidemment, les pros qui font la narration sur Audible ne sont pas très contents, alors Amazon lance une nouvelle fonction, clonez votre voix et recevez un pourcentage chaque fois qu'on utilise pour créer un audiobook. Donc les acteurs pourront envoyer des échantillons de voix, et puis ils vont évidemment conserver le droit de sélectionner les livres qui seront lus avec. Ils pourront aussi corriger le modèle s'il n'est pas assez bon, puis voilà, ils vont aussi contrôler la qualité du résultat, du rendu, et ils seront rémunérés par un royalty qui sera calculé au cas par cas. Bon, voilà, apparemment c'est au cas par cas. Ça risque d'être énorme, le cas par cas. Le cas par cas, voilà, c'est alors tout ça, donc tout ça sera transparent, évidemment, les lecteurs, les auditeurs des livres sauront si c'est une voix, une voix synthétique ou pas, bien entendu. Transparence. Même si Audible ne permet pas de filtrer les voix artificielles des autres pour le moment, parce qu'évidemment ça existe déjà.
Combien les acteurs, évidemment, enfin les propriétaires donc de voix seront rémunérés, ça, aucune idée. Évidemment, c'est une question cruciale. Mais même si la rémunération est bonne, le fait qu'un même nombre d'acteurs puisse artificiellement créer beaucoup, beaucoup plus d'audiobooks, bah, c'est sans doute une question intéressante, du point de vue du nombre d'emplois, tu vois, enfin, de la quantité de travail disponible. Est-ce qu'on aura juste plus de livres convertis en audiobook qu'on en aurait eu sinon? Ou est-ce qu'on aura juste besoin d'énormément moins d'acteurs à l'avenir, et donc on aura aussi Ah, beaucoup moins de voix différentes? Eh ben, je ne sais pas. On verra bien. on ne pensait pas Mm. avoir à se poser toutes ces questions et elles se posent de manière précipitée. Avant d'enchaîner sur la prochaine rubrique, ça remplacera une section d'expressions désuètes, mais je suis allé manquer rire quand même, mais vérifier cette utilisation du mot tankerville. Et effectivement, donc c'est un ou une d'ailleurs antonomase. Je ne sais pas que c'est masculin ou féminin, mais en gros, c'est l'application d'un nom propre à un objet du quotidien, du nom de la ville de Tancarville. Et c'est une marque de séchoir à linge, sans doute inspirée par l'analogie de forme entre le pont suspendu de Tancarville et ce type de séchoir, donc ces trucs voilà, blancs qui s'écartent. Donc peut-être que j'utilise à tort le mot Tancarville. Tous les séchoirs ne sont peut-être pas des Tancarville. Voilà, c'est une façon un peu détournée et rétro de parler de tech, mais je vais pas plus l'approfondir que ça parce qu'on a encore des choses à relayer ensemble. On change un peu de rubrique et Guillaume, j'aime quand tu te prêtes à cet exercice en préparant les épisodes, d'avoir un peu le petit journal des bonnes nouvelles. Et là, encore une fois, c'est teinté, mais pas que, d'intelligence artificielle, qui alors donc finalement, on parlait justement des enjeux et des impacts sur le monde du travail. Finalement, ça sera peut-être pas si grave, finalement, Sergey Brin est peut-être l'incarnation de ce qui pourrait se passer demain, c'est ça? Mais bon, alors, c'est toujours difficile à dire, évidemment. Les IA vont-elles détruire la plupart des boulots? Demander comme ça, et après avoir longuement parlé de O1 et compagnie, c'est sûr que la réponse semble assez évidente. Donc oui, on va tous crever de faim. À moins d'un revenu universel, ou bien Ouais. que ça se passe pas. Et c'est même l'opinion de la Maison-Blanche, qui vient de publier un rapport de 57 pages qui dit que non, il n'y aura pas d'apocalypse de l'emploi, que les métiers vont changer, oui, que certains postes seront plus à risque sans doute d'être remplacés, mais que d'un point de vue macroéconomique, ils n'ont pas vu et n'envisagent pas à court terme de chômage de masse. Globalement, le point de vue de la Maison-Blanche, c'est que l'IA va augmenter la productivité, booster l'économie en créant de nouveaux marchés, de nouveaux emplois, comme par le passé, parce que, voilà, leur argument aussi, c'est que 60% des emplois occupés par des Américains en 2018 n'existaient tout simplement pas en 1940. Et d'un point de vue macro, il n'y a pas encore eu de changement significatif du marché de l'emploi, depuis l'apparition de ChatGPT en 2022 et des générateurs d'images un peu avant. Alors évidemment, c'est quand même très tôt pour tirer des conclusions sur le long terme. On a déjà des exemples de boîtes qui ont massivement remplacé leurs employés. On avait peut-être parlé de Ducan, par exemple, qui avait fait les gros titres, environ 90% de son service client. On sait que les call centers, ça s'inquiète et ça bouge. C'est la même chose pour plein de secteurs, des acteurs de doublage aux profs de langue, il y a beaucoup de potentiel. Mais il n'y a pas non plus que des mauvaises nouvelles. Par exemple, chez Ikea, on avait mis en place un chatbot pour les clients en 2021 qui n'a remplacé personne, finalement. Les 8500 agents... Les McDo aussi, les boards. Oui, non, peut-être pas peut-être. McDo, des Je sais fast-food pas. en tout Des cas, je me fast-food. rappelle plus, on l'avait relayé. En tout cas, chez Ikea, les 8500 agents du service client ont été réentraînés pour répondre aux questions plus complexes que le chatbot ne pouvait pas gérer. Il y a Alorica. Donc lui, il fait de la sous-traitance de service client, il s'est équipé d'un système de traduction automatique qui parle 200 langues. Alors évidemment, ça facilite énormément de choses, mais pourtant, il continue d'embaucher. Alorica, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Donc il y a des experts comme Nick Bunker, économiste, qui pensent que, comme par le passé, l'IA va affecter beaucoup d'emplois sans nécessairement mener à un chômage de masse. Donc ça va affecter les emplois, il va falloir effectivement peut-être se reconvertir, tout ça. Mais il n'y aura pas forcément de catastrophe. Et puis le truc, c'est aussi que pour le moment, il faut quand même que les IA soient rentables. Et il faut non seulement que l'IA donne un résultat acceptable, dans des conditions professionnelles, mais il faut aussi que ce soit plus rapide et moins cher. Et de ce côté, pour l'instant, on n'a pas énormément d'exemples de révolution totale, quoi. Donc, par contre, on note des gains de productivité, ça et là. Alors pour des employés qui sont assistés d'un outil, il y a certaines études. Il y a une étude qui est aussi pour le support client d'ailleurs, qui note une hausse de 14% pour les agents avec un chatbot, bien plus même pour les employés qui sont les moins qualifiés et les moins expérimentés, parce que effectivement, on avait parlé, l'IA a tendance à niveler les compétences de tout le monde à peu près. Donc d'après la Maison-Blanche, pas de panique, il y aura des changements, mais il n'y aura pas de cata. Écoute, j'ai envie d'y croire. Ouais, je suis presque rassuré, Guillaume, du coup. Comme tout bon podcast caricatural, il est constitué, Tech Café, de citations de Wikipédia. Donc, je l'ai fait avec
avec Tancarville. Je vais le faire là avec la loi dite de Brandolini, qui s'appelle aussi le principe d'asymétrie des baratins et l'aphorisme selon lequel la quantité d'énergie nécessaire pour réfuter des sottises, ou comprenez des fake news, est supérieure d'un ordre de grandeur à celle nécessaire pour les produire, ce qui explique en partie la propagation des théories conspirationnistes. Et là, Guillaume, bonne nouvelle, il semblerait que les IA vont peut-être pouvoir nous aider à sortir de ce cercle vicieux. Et oui, parce que 10 fois plus de mots pour débunker un truc, c'est pas grave quand t'es un chatbot, ça te pose pas de problème. Oui. C'est un petit peu ça, effectivement. On parle souvent d'IA qui produirait et propagerait de la désinformation en masse, hein, qui détruirait notre confiance en les médias, en les images et tout ça. Bon, oui, effectivement, mais c'est aussi oublier que l'IA peut aussi être utilisée pour combattre l'infox et les conspirations. Comment? Eh ben en expliquant, inlassablement et en s'adaptant, tout simplement. C'est une étude du MIT particulièrement réconfortante, je dois l'avouer, hein. Des chercheurs en psychologie ont créé un truc qui s'appelle DebunkBot, un chatbot donc personnalisé pour débunker des théories conspirationnistes avec des faits uniquement. Il est basé sur une version de GPT-4 Turbo et sa fonction est simple, il discute et il explique pourquoi les théories conspirationnistes sont fausses. Et tout ça en donnant juste des vrais arguments, voilà, tout simplement. Donc si tu arrives avec une théorie selon laquelle, par exemple, là, le 11 septembre sera un complot, parce que, par exemple, le kérosène ne brûle pas à assez haute température pour faire fondre l'acier, eh ben il va t'expliquer que d'accord, c'est vrai, c'est pas assez chaud pour faire fondre l'acier, mais que c'est quand même assez chaud pour fragiliser l'acier suffisamment, et que les armatures vont céder sous le poids et que l'ensemble va s'effondrer. Les psys ont demandé à un panel de gens qui croyaient donc dur comme fer à diverses théories conspi de remplir un questionnaire sur ce qu'ils pensaient de chacune, d'expliquer pourquoi ils pensaient ça, par exemple, hein, pourquoi voilà, le 11 septembre était un complot, parce que gna 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 gna, bon. Et aussi leur attitude vis-à-vis de la société, des médias, etc. Ensuite, ils ont eu une discussion avec le chatbot, hein, donc ces gens-là, le debunkbot, qu'on a personnalisé pour être le plus factuel, persuasif possible, et auquel on a aussi donné les croyances, c'est-à-dire les préacquis, des participants. Parce que comme ça, ils pouvaient s'adapter le mieux possible à leur interlocuteur. Et le chatbot savait vraiment ce qu'il pensait, quoi. Et enfin, on a demandé donc de remplir le même questionnaire donc aux participants à la fin, hein, et étonnamment, on a constaté une baisse de 20% des croyances délirantes. Donc c'est une baisse qui est en plus durable, puisque 2 mois plus tard, c'était pas remonté. La discussion avec le chatbot, qui n'est à la base qu'un GPT-4 un peu customisé, hein, a été très positive pour les participants, et en plus ça marche pour un spectre très large de conspiration, du Covid aux Illuminati, en passant par l'assassinat de JFK, et en plus, les mieux sont même un petit peu moins conspirationnistes au sens large après avoir parlé au chatbot. Même sur d'autres sujets à propos duquel ils n'ont pas discuté explicitement avec lui. Et ne croyez pas que c'est parce que le chatbot les embobine, parce que c'est un beau parleur. Le chatbot a des atouts, hein, et évidemment il est infiniment patient, il peut entendre n'importe quel argument et le contrer autant de fois que nécessaire sans jamais avoir envie de mettre une tarte à son interlocuteur, et ça c'est très important. Et, Oui. N'est-ce pas? Et c'est pas facile. Non, c'est très dur. Et le chatbot, c'est aussi, il sait beaucoup de choses. Il sait beaucoup de choses sur plein de sujets. Il est beaucoup plus que la plupart des gens en réalité, hein, et il sait s'adapter aussi à plein de profils psychologiques. Parce qu'un chatbot, par définition, c'est quelque chose qui imite. C'est ça qui fait. Cette adaptabilité, cette patience surhumaine et cette généralité sont des atouts majeurs. Mais DebunkBot est efficace que aussi parce qu'il expose des faits. Alors, ça a été testé, ça d'ailleurs, hein. Dans une étude à paraître, ils vont limiter au maximum l'effet affectif, c'est-à-dire l'effet baratin, quoi. Le rapport à la machine sera le plus clinique possible, mais toujours factuel. Et ça marche aussi bien. Par contre, si on est uniquement sur l'affectif et qu'on se repose pas plus que ça sur les faits, mais qu'on essaie d'embobiner les gens, ça marche pas du tout. Donc c'est une super nouvelle, dans une super nouvelle, parce que la vérité, finalement, ça marche. Les faits, ça marche. Même sur les conspirationnistes convaincus. Si tu discutes longtemps, que tu contres les arguments, tous par des faits précis, et si tu fais ça patiemment pour tout, ça finit par infuser. Alors bien sûr, il faut de la patience de l'ange Gabriel pour ça, hein, et même un expert peut pas forcément avoir réponse à tout, il peut aussi être noyé sous les faux arguments, et puis c'est difficile, même émotionnellement en parlant, hein, pour des gens, et c'est là finalement que le chatbot se révèle surhumain. Il a réponse à Très tout, patient. pas de jugement, patience infinie, et donc, écoute, oui, les IA nous ont déjà dépassés, en tout cas sur un plan. Eh ben, écoute, très bien, c'est peut-être comme ça qu'on arrivera à convaincre tout le monde que non, les étrangers ne mangent pas vos chiens et vos chats, comme certains l'affirment. On continue justement pendant qu'on parle de ce type d'affirmation, parce qu'évidemment j'évoquais Donald Trump, mais il faut qu'on en revienne à Joe Biden, puisqu'il est encore en poste, hein, et il mène un combat, Guillaume. Il continue de mener un combat, j'ai l'impression. Oui, Biden va agir contre Temu et Chine en agissant sur l'exemption de minimis. Alors les minimis, ça n'a rien à voir avec le concours de beauté, hein, c'est juste que les colis de moins de $800
peuvent entrer sans frais de douane. Et, enfin, non, entrer aux États-Unis sans frais de douane. Et en plus, ils sont pas tenus de donner tout un tas d'informations sur la nature du bien, ce qui fait que les colis sont complètement opaques. Alors, je sais, c'est du carton, mais bon, ils pourraient être plus transparents, ces cartons. D'autant qu'au début du mois, les régulateurs ont repéré des produits pour bébés qui étaient non conformes sur Chine, ce qui a fait scandale. Alors, ne seraient plus exemptés de frais les produits couverts par la section 201-301 du Trade Act de 1974 et de la section 232 du Trade... Bon, je vous évite tout ça. Non, en réalité, voilà, c'est que tout simplement, ça vise les Chinois, hein, et ça vise à concurrencer de manière... Voilà, qui commence à concurrencer de manière très sévère H&M et Zara. Et du coup, cette réforme, forcément, d'ailleurs, H&M et Zara sont pour, ça permettrait de faire gonfler les droits de douane et donc d'augmenter les prix tout simplement chez Temu. C'est un petit peu la même chose pour nous. L'UE envisage de supprimer l'exemption des droits de douane pour les articles à moins de 150 €. En Europe, c'est quand même 2 milliards de colis qui sont rentrés sous ce seuil en 2023. Et aux États-Unis, en 10 ans, le nombre de colis qui bénéficient de l'exemption des minimis, là, elle est passée de 140 millions à 1 milliard par an. 1 milliard de colis par an. Et ceux qui sont exemptés, évidemment, il y en a encore plus. Et la majorité, évidemment, viennent des plateformes chinoises. Donc, voilà. Donc, ça augmenterait les prix de Chine et Temu, et de tous les challengers, parce que, bien entendu, Chine et Temu ont montré la voie, mais aussi plein de nouveaux qui veulent profiter de cet engouement pour la fast fashion et les merdes en plastique semi-gratuites. Donc, il y a des marques comme Cider, Chic V, Cup Chic, Jolly Chic, des marques qui copient donc tout ce business model catastrophique à tout point de vue. Mais bon, écoute, Chine a dépassé Zara apparemment, alors voilà, je sais pas que je sois un fan de Zara. Hein. Ah bon? Ah, je savais pas. En tout cas aux États-Unis apparemment, oui, c'est bon, plus de trucs sur Chine que sur Zara. Mais voilà, en tous les cas, j'espère, voilà, j'ai donné beaucoup de raisons au fil des épisodes pour ne pas utiliser ni Temu ni Chine. Mais bon, voilà, les chiffres me font du mal de toute façon. Quand je vois les chiffres, ça me fait mal. Ça fait mal à mon petit cœur. Et bon, pour préserver mon bien-être mental, je vais faire comme si j'avais rien vu. Et espérer que les nouveaux tarifs entrent en vigueur bientôt et que ça ait un effet. D'ailleurs, pour ça, j'ai pas d'infos sur ce qui se passe en Europe depuis le mois de juillet à propos des tarifs douaniers. Donc j'espère qu'il y aura donc d'autres bonnes nouvelles pour le futur. On ne manquera pas de vous les relayer si jamais on a du nouveau. Bon, dans ce journal des bonnes nouvelles, il y a des nouvelles qui sont marquantes, qui concernent la conquête spatiale. J'ai toujours du mal à savoir parfois si ce type de nouvelle est forcément une bonne nouvelle, mais je vais te laisser nous informer. Il semblerait qu'il y ait une sortie humaine dans l'espace qui fasse date dans l'histoire de la conquête spatiale, Guillaume. C'est Polaris Dawn, effectivement. La mission de SpaceX est revenue, c'est un succès. Hein. C'est aussi une mission qui a fait beaucoup parler. Parce que c'est aussi la première sortie extravéhiculaire d'un civil, d'un milliardaire même, qui s'appelle Jared Isaacman, qui a financé une partie de la mission. Et donc c'est vrai qu'on a pu le décrire comme une sorte de tourisme spatial super VIP. Et bon, oui, je pense que c'est clair, Jared s'est bien amusé. Je pense qu'il regrette pas d'être venu, il a bien aimé la promenade. Mais cool. C'est pas non plus un touriste. En fait, Jared, il a cofondé effectivement Arbor Touch, qui est un prestataire de paiement qui l'a rendu riche. Mais il est aussi pilote. Il a un record de pilotage autour du monde en jet léger en 61 heures. Il a fait le tour du monde en 61 heures, donc beaucoup plus vite que les précédents records. Il a fondé une école pour les pilotes de l'armée. Il a commandé Inspiration 4, la première mission entièrement civile dans l'espace. Il a été entraîné pour Polaris Dawn comme n'importe quel autre astronaute en réalité. C'est pas du tout un touriste. Et c'est pas non plus papy qui a une lubie qui veut voir l'espace. Hein. C'est quand même plus que ça. Alors, Polaris Dawn, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle est allée très loin, c'est ça le truc, c'est qu'elle est allée à 1408 km d'altitude, ce qui est vraiment très haut, puisque l'ISS est autour de 400 km, et Hubble est autour de, il est entre 5 et 600, on va dire. Donc, les gens dans Polaris, ils sont allés plus loin que tout le monde, en fait, que tous les autres astronautes, sauf ceux qui sont partis pour la Lune, avec les missions Apollo, qui sont évidemment allés beaucoup plus loin. Et ils sont allés donc très loin, puis après ils sont revenus vers 700 km, quand même, donc ce qui reste très très haut. Et c'est là qu'ils sont sortis, quoi. Enfin, ils ont sorti la tête de la capsule, puis ils sont restés attachés quand même, faut pas déconner. Mais c'est quand même pas rien d'être dans le vide spatial à 700 km de la Terre, c'est-à-dire beaucoup plus loin que tous les autres machins qui tournent autour, quoi. Et oui, c'est la première fois qu'un vol privé comprend une sortie dans l'espace, et donc c'est assez historique, hein, le but étant de tester les combis de vol de SpaceX dans ces conditions. Et le 4e jour, ils se sont aussi connectés à Starlink, et ils ont carrément fait un zoom avec la base de SpaceX au sol. Donc c'est une démo que Starlink permet d'avoir Internet dans l'espace à haut débit. Alors il faut voir aussi que pour une promenade de millionnaire, c'est quand même vachement dangereux. Alors il faut voir que pour une mission normale, la NASA accepte une chance de perdre l'équipage de 1 sur 270.
C'est une proba qui est... C'est élevé quand même. Voilà, c'est une proba qui est pas énorme, mais qui est pas si basse que ça quand ça concerne ta mort, tu vois, donc quand même. Et c'est pour aller à des altitudes nettement plus basses, et souvent sur du matériel testé, retesté, avec des procédures très bien connues, quoi. Donc, ils ont quand même pris de vrais risques. Ah ouais. Et les succès de Polaris, c'est aussi évidemment ceux de SpaceX, hein, donc les combinaisons futuristes, là, un petit peu sexy, là, elles sont surtout beaucoup moins chères que celles de la NASA. SpaceX accumule du coup beaucoup de données et pas mal d'expertise à très grande vitesse, au point que la NASA pourrait se retrouver distancée dans pas très longtemps. Là, dernièrement, il y a un panel d'experts indépendants qui a donné son avis sur l'état des infrastructures de la vénérable agence. Et c'est franchement pas brillant, mais il suffit de regarder le diagramme récapitulatif, presque toutes les cases sont jaunes ou rouges. En général, c'est pas bon quand c'est jaune ou rouge. Dans les 83% des sites NASA sont anciens, alors la NASA a 66 ans, et la plupart des sites donc, ont dépassé leur espérance de vie initiale. Et la NASA a un retard de 3 milliards de dollars de factures de maintenance. La maintenance, c'est pas sexy, c'est sûr, le fric passe surtout dans des missions qui sont beaucoup plus vendeuses, et c'est vrai, plus intéressantes, mais bon, voilà, si l'immeuble s'effondre sur ton télescope, c'est dommage quand même pour le beau télescope. Et ce qui aide pas, c'est que les missions sont de plus en plus chères. Le SLS, c'est un gouffre monstrueux, Artemis, c'est super ambitieux. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que la NASA fait de plus en plus appel à des prestataires externes, au risque un jour de se faire distancer techniquement. D'autant que ces prestataires sont intéressants justement parce qu'ils proposent des super services beaucoup moins chers que ce que ça coûterait à la NASA de le faire elle-même. Et ça pourrait aller assez vite en fait, et être assez naturel. Parce que quand tu es un nouvel ingénieur, si tu vas travailler pour qui? Tu vas travailler pour celui qui fait les trucs, pas forcément pour celui qui finance les trucs. Donc ça pourrait devenir naturel d'aller directement chez SpaceX ou chez d'autres startups de l'espace. Et parce que, voilà, ça pourrait faire aussi que la NASA aurait de moins en moins de cerveau, puisque si elle se repose toujours plus sur le privé, qu'elle finance largement, c'est un cercle vicieux. Au plus elle finance le privé, au plus le privé devient attractif, au plus elle-même, au moins elle-même, si tu veux, elle pourrait recruter de gens intéressants. Alors, c'est pas une fatalité, et d'ailleurs, SpaceX apprécie d'avoir en la NASA un partenaire qui n'est pas juste un patron qui envoie du pognon et, tu vois, inspecte les travaux finis, tu vois. Ils comprennent les technologies et tout, c'est super important d'avoir ce type de partenariat. Mais il faut quand même que la NASA trouve les moyens de se réinventer à l'heure des boîtes spatiales privées qui sont capables de faire des trucs comme Polaris Dawn, comme les Falcon, comme le Starship et compagnie. Ça devient vraiment très très sérieux, quoi. Donc, il faut qu'elle continue à être attractive, tout simplement, à innover et puis à nous faire rêver, parce que ça faisait rêver la NASA quand même, non? Bien sûr, le risque, ce serait finalement qu'il soit réduit à un rôle d'espèce de régulateur de la direction spatiale, et effectivement, c'est pas aussi la vocation qu'on espère être celle de la NASA à long terme, à suivre évidemment ensemble. On continue, et forcément, il y a toujours une petite section Elon Musk qui tend à nous faire sourire. Alors là, je ne sais pas si c'est des bonnes nouvelles, du coup, Guillaume. Pareil, tu me challenges dans mon appréciation des bonnes et des mauvaises nouvelles. Ouais, je reconnais. C'est spécial du chaud et du froid, Elon. On vient de parler de SpaceX, parce qu'on parle d'Elon et de X, ça fait moins rêver. Il faut dire que ce mec est vraiment très doué pour se faire des amis. En ce moment, en Australie, ça discute de comment combattre la désinformation et les arnaques, et il y a un projet sur la table qui pourrait rendre responsables les plateformes de leur contenu, et qui pourrait permettre de leur mettre des amendes allant jusqu'à 5% de leur chiffre d'affaires global, donc ça va chiffrer. D'anti-section 230, quelque part. Disons, oui, on peut le voir comme ça, quelque part. Enfin, en tout cas, évidemment, Elon, son sang n'a fait qu'un tour. Et oui, moi aussi, je peux faire des expressions désuètes. Et il s'est empressé de tweeter que le gouvernement australien était des fascistes. Ce à quoi les fascistes en question ont répliqué de manière plutôt rigolote, finalement, parce que ça a été... Le ministre des Finances a dit sur ABC que c'était un truc de cinglé, qu'il fallait pas écouter. Enfin voilà, le mec était complètement cinglé. Il y a Bill Shorten, qui siège à la Chambre des représentants, qui a dit que Musk avait plus de positions sur la liberté d'expression que le Kama Sutra. Bon. En mai, il a accusé le commissaire à la sécurité électronique du pays de censure après qu'il ait poursuivi X en justice pour supprimer des vidéos gore d'une agression au couteau à Sydney. Bon, c'est une demande qui a été rejetée d'ailleurs par la suite, mais bon, quand même. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il veut aussi quitter l'Australie? Je veux dire, si la loi passe un jour, il va quitter l'Australie comme le Brésil? Et si une loi qui lui plaît pas passe aux US, il fait quoi? Il va partir aussi? Je sais. Il va quitter la Terre. Écoute, c'est pour ça qu'il prépare la marche. C'est ça, exactement. Il est pressé avec SpaceX, c'est normal, parce que sur Mars, au moins, il sera peinard, tu vois. Ça sera tranquille. Chez lui. Bon, enfin, en tout cas, il y a eu une bonne nouvelle pour lui, puisque Thierry Breton est parti. Eh oui, son pire ennemi européen. Voilà, vous avez tous vu ça. Voilà, Thierry Breton est parti de la Commission européenne. Mais bon, comme c'est Vestager qui le remplace, et que c'est encore pire, je veux dire, c'est la plus grosse bête noire de toutes les GAFAM. Bon, mais de toute façon, c'est que provisoire, puisqu'on sait par qui sera remplacé Vestager, c'est par un autre Danois, c'est Dan Jorgensen,
qui arrive et qui est donc un travailliste. Il est de gauche. Bon, c'est un mec qui communique beaucoup sur le changement climatique, tout ça. Qui communique beaucoup, mais qui agit beaucoup moins, disons, selon certains sons de cloche, on va dire. Donc voilà, on sait qui va remplacer Vestager. Quelle ligne il va adopter? Est-ce qu'il va adopter la même ligne, une ligne aussi, disons, intransigeante que Margaret? Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, on sait effectivement que Vestager restera pas très très longtemps. Elle est partante également, ça bouge de ce côté-là, effectivement. On continue avec Taylor Swift et Donald Trump. C'est décidément un duo qu'il est croustillant de suivre désormais, Guillaume. Enfin, un duo. Petite news, mais vraie bonne nouvelle, hein, puisque c'est passé sur tous les canaux aussi. Hein. C'est Taylor Swift soutient officiellement Kamala Harris. Et c'est en partie parce que Trump a publié des fakes génératifs d'elle. Et on en avait parlé de ces fameux fakes de Taylor Swift qui avaient été publiés. Et c'est évoqué de manière claire. Hein. Elle dit, voilà, récemment, j'ai appris qu'une IA, 2 mois, soutenait la candidature de Donald Trump, avait été publiée, et ça a réveillé mes craintes concernant l'IA et les dangers de la diffusion de fausses informations. J'en ai conclu que je devais être transparente, et voilà, le moyen le plus simple de lutter contre la désinformation, c'est la vérité. Quelle ironie. N'est-ce pas? Et oui, donc voilà, encore une merveilleuse stratégie de l'équipe Trump, n'est-ce pas? Parce que comme retour de flamme, c'est quand même pas mal, parce que s'ils n'avaient pas fait ça, on ne sait même pas s'ils se seraient vraiment déclarés au jour, on ne sait pas. Mais bon, voilà, donc Trump a encore une merveilleuse idée, qui continue comme ça, à faire connerie sur connerie, moi ça me va, il n'y a pas de problème. On parlait il y a quelques jours de la section 230 qui était peut-être sur les prémices d'une remise en question, notamment concernant le fait que TikTok pouvait être incriminé sur son algorithme qui triait les contenus parce qu'il y avait eu des mises en avant de contenus de challenge qui étaient source de danger, voire de décès pour les enfants en l'occurrence. On vous avait parlé de ça il y a 2 épisodes. Et on parlait donc de la section 230 avec l'analogie avec ce qui se passe en Australie il y a quelques minutes. Justement, peut-être que les réseaux sociaux sont peut-être en train de se poser aussi des questions sur leur responsabilité et des risques qu'ils encourraient à moyen et long terme, ou peut-être même à court terme, et ils se mettent d'accord, en tout cas Meta, Snap et TikTok, pour agir concrètement, Guillaume. Oui, c'est une bonne nouvelle encore avec une collaboration large de Meta, Snap et TikTok contre la propagation de contenus promouvant le suicide ou l'automutilation. Alors, c'est un programme qui s'appelle Thrive et qui est soutenu par une association, la Coalition pour la santé mentale. Et donc, Meta fournirait l'infrastructure pour partager des signaux de manière sécurisée. Alors, ça rappelle le projet Lantern, qui est une autre collaboration cross-platform, qui est, elle, contre la pédopornographie et les prédateurs sexuels, et qui incluait aussi Google, Meta, Discord, etc. Donc, Meta révèle qu'il élimine plusieurs millions de posts par trimestre. La collaboration de Snap ou TikTok, sans doute bien plus utilisée d'ailleurs par les jeunes que Facebook, est évidemment une très bonne nouvelle, donc espérons que ça soit efficace. Donc oui, c'est quand même une très bonne nouvelle. TikTok va collaborer. Alors TikTok, qui pourrait partir très prochainement quand même des États-Unis en janvier, si la loi est appliquée. Alors TikTok évidemment, donc du coup c'est vraiment une grosse bombe en toucher 2 mots, puisque il y a eu donc TikTok évidemment a fait appel, donc pour essayer de ne pas faire appliquer cette fameuse loi qui a été signée par Biden. Donc il y avait une date importante dans son agenda le 16 septembre, hier donc, puisqu'il a fait appel du jugement, et il y a eu une audition au cours de laquelle le département de la justice a dû argumenter sur la dangerosité de TikTok, qui d'ailleurs le département de justice a présenté des preuves que personne ne peut lire parce qu'elles sont classifiées, ce qui est assez étrange. D'ailleurs c'est peut-être positif pour TikTok, je sais pas, en tous les cas, parce que la partie adverse n'a pas accès aux preuves, ce qui est pas très très habituel. On soupçonne quand même que tout ça, même si on ne connaît pas évidemment du coup le contenu, on soupçonne que ça a trait à la possibilité pour le gouvernement chinois de demander un petit peu ce qu'il veut, à la possibilité pour TikTok d'utiliser sa popularité pour pousser des campagnes de com, éventuellement politiques et d'influence, etc. Mais bon, les preuves on les a pas, et les juges non plus, voilà. La loi est quand même assez particulière, elle mentionne TikTok explicitement, alors que ça se fait pas trop normalement. Voilà, et puis sinon, de toute façon, TikTok va probablement aller jusqu'au bout. Si ça marche pas là, probablement ils iront à la Cour suprême. Il reste de quoi s'amuser, sans compter qu'en fait, si on y réfléchit, est-ce que si on bannit TikTok, on peut garder Temu et Shein alors qu'ils connaissent les habitudes shopping et les goûts de la majorité des Américains désormais, ainsi que leur adresse, et je ne sais combien de signaux, puisqu'on sait que Temu est un véritable aspirateur à données. Bon, c'est un argument qui se tient. Le pire, c'est que c'est même un argument qui est utilisé par TikTok pour montrer que c'est pas juste. Toi qui as dit non mais pourquoi vous nous tapez dessus, vous tapez pas sur Temu? Bon, ça pourrait donner des idées. Il faudrait pas juste que la ligne de défense de TikTok pète à la gueule de ses petits camarades, ça serait quand même rigolo, mais bon, à voir. Il entraînera ses camarades dans sa chute peut-être.
Bon, on en vient à cette association, improbable, hein, Guillaume. J'étais pas certain qu'effectivement on pourrait citer ce type de news, un jour, mais oui, 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 Lidl, se lance, dans le cloud. Oui, vous faites peut-être pour vos courses chez Lidl, hein, bientôt vous aurez peut-être aussi vos services cloud là-bas. Lidl fait partie du groupe Schwartz avec Kaufland. Donc Kaufland, Lidl, fait partie du groupe Schwartz. Et c'est le plus gros groupe de magasins d'Europe. Alors, d'abord pour lui-même, hein, Schwartz a commencé à se constituer une infrastructure cloud. Et puis, bah, exactement comme Amazon en son temps, ils se sont dit, bah écoute, Ouais. ça marche pas mal ce truc-là. Pourquoi est-ce qu'on n'en ferait pas profiter tout le monde? Et ça, c'était en 2021, et maintenant, ils ont dans les 2 milliards de chiffre d'affaires. Ils ont des clients comme SAP, hein, l'éditeur de logiciels, il y a aussi le Bayern de Munich ou le port de Hambourg, carrément, qui utilise les services donc Schwartz. Ils ont racheté aussi XM Cyber en 2021 pour 700 millions quand même, et donc ils ont aussi les offres de cybersécurité. Et aujourd'hui, Schwartz Digits, donc, ça emploie 7500 personnes dans 32 pays, et ils touchent un petit peu à tout. Ils ont même Schwartz Media, hein, qui fait dans la création digitale. Ils investissent dans l'IA via Aleph Alpha. Bon, Aleph Alpha, ça marche pas super fort en l'occurrence en ce moment, mais enfin bon, passons. Toujours est-il que le papa de Lidl est devenu une alternative crédible et locale, entre guillemets, à Amazon, hein, ou Google Cloud ou Azure. Et eux, au moins, ils vont pas aller sur les RGPD, hein, ou je ne sais quoi. Les Ah Allemands, ouais. c'est du carré. Surtout, l'Europe veut un cloud souverain depuis un bon moment. C'est vraiment une volonté forte. Hein. On avait l'initiative Gaia X, hein, dont on a certainement parlé, je sais plus trop quand. Ça a été créé par un consortium de 22 entreprises, dont OVH, EDF, Atos, Orange, etc. Et donc, le besoin est là. Et Lidl, enfin Schwartz, donc a toutes ses chances. Amazon est d'ailleurs à peu près terrorisé de perdre le marché, puisqu'il a quand même investi 7,8 milliards de dollars pour un projet de cloud AWS souverain européen. Le cloud souverain Amazon, bon, voilà, on va voir ce que ça veut dire. Avec un début en Allemagne, hein, enfin tout ça devrait débuter en Allemagne l'an prochain, si tout va bien. Mais bon, est-ce que Amazon face à un local, est-ce que ce sera suffisant? Tu vois, question confiance face à Schwartz, qui est allemand, qui est basé en Allemagne, tout ça, je sais pas. Évidemment, il reste la question du prix. Alors évidemment, on parle de Lidl, donc je sais pas si c'est comme c'est Lidl. Honnêtement, si le cloud de Schwartz, si les prix c'est comme à Lidl, Amazon il est mort, hein, ça c'est certain. Ah bah oui, c'est clair. Donc Mmh. voilà, peut-être l'Amazon européen, ce sera peut-être effectivement le papa de Lidl. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Une autre, idée que vous aviez peut-être de bien ancrée, à votre esprit, parce qu'on a grandi pour partie d'entre nous avec, l'arrivée, des téléphones, mobiles, c'était le fait que si vous utilisiez pas, régulièrement, de kit main libre, d'oreillettes, de casques, vous risquiez, si vous le mettiez trop près de votre tête, que ça vous donne, des cancers, peut-être trop près du corps, des cancers de différentes parties du corps. On commence à avoir peut-être un peu de recul là-dessus, Guillaume. Il va peut-être falloir qu'on déconstruise cette crainte qu'on s'était installée. Bah, c'est vrai que c'est une bonne nouvelle, hein, c'est quasi sûr. Les téléphones mobiles ne donnent pas de cancer du cerveau. Même si je pense pas que beaucoup d'auditeurs ont encore vraiment trop peur de ça, mais bon. C'est vrai qu'il faut se souvenir, au début du téléphone mobile, la peur était réelle. D'ailleurs, toutes ces histoires de DAS sont issues de ça. Hein. Alors voilà, ce qui est pas plus mal, parce que pour limiter la puissance d'émission d'un truc que je me colle à la tronche, j'ai toujours trouvé ça assez rassurant, perso. Mais dans les années 2000, il n'y avait pas de recul. Et en 2011, l'OMS avait classé les ondes comme cancérigènes possibles. Donc c'était un peu anxiogène tout ça. Hein. Et la dernière étude globale en date nous vient de l'ARPANSA, qui est la radioprotection australienne, et ça regroupe 5000 études sur des humains entre 1994 et 2022, donc c'est la plus complète jamais faite. Et selon cette étude, il n'y aurait aucun lien entre cancer du cerveau, des méninges, de la glande pituitaire et de l'oreille, et l'utilisation du téléphone mobile. Ni en termes de nombre d'années d'usage, ni en termes de fréquence d'usage. En gros, depuis que tout le monde a un téléphone, les cancers de cerveau n'ont pas explosé du tout, quoi. Ils sont restés stables, et voilà. C'est une étude assez solide, ce qui ne veut pas dire, hein, comme toujours, que ça soit totalement 100%, mais bon, on peut quand même être raisonnablement, on peut raisonnablement arrêter de s'inquiéter, si on s'inquiétait là-dessus. La recherche doit continuer, hein, bien sûr, puisque la tech évolue vite et en permanence, donc il faut toujours continuer à faire des tests sur les nouveaux, sur les nouveaux usages, sur les nouveaux appareils, tout ça. Et puis les auteurs continuent sur le sujet avec d'autres cancers qu'on n'associe pas forcément au téléphone, c'est-à-dire les leucémies et les lymphomes. Il va falloir attendre un petit moment pour savoir s'il y a un lien entre leucémie et lymphome. Oui, je sais, c'est anxiogène, d'ailleurs, j'ai pas non plus parlé du cancer des testicules, hein, parce que voilà, ils ont pas fait de trucs avec les coucougnettes, alors je ne sais pas, ils ont pas parlé de coucougnettes, je ne peux pas savoir si ça pose un problème pour vos coucougnettes, donc en tout cas sur la tête ça va. On peut pas encore vous recommander de mettre le smartphone dans votre poche le plus longtemps possible. Bon, faites attention dans tous les cas, hein, on pense à vous, faites attention.
On termine avec une époque vraiment formidable, Guillaume, avec des nouvelles autour de nos caractères et de nos emojis. Oui, alors ça, c'était enfin, il y avait une nouvelle sympa, marrante à l'intérieur de la nouvelle révision d'Unicode 16, qui est enfin finalisée. Alors, c'est un standard qui compte désormais 154 998 caractères et qui inclut 5185 caractères supplémentaires et des trucs, voilà. C'est toujours sympa de voir de nouveaux alphabets arriver, même des nouveaux, même de langue, de langue historique, si tu veux. Donc ça permet aussi, voilà, c'est une sorte de préservation aussi du langage, d'avoir la possibilité d'avoir directement disponible des vieux alphabets, même des alphabets qui sont plus utilisés. Et donc on a l'alphabet Gared, Afrique de l'Ouest, les écritures Gurung Kema, Kirat Rai, Olonal et Sunuvar, qui sont donc du sud-est de l'Inde et du Népal, et le Todri et le Tuluti-Galari, qui sont des écritures historiques d'Albanie et du sud-ouest de l'Inde. Donc voilà, ça c'était plutôt sympa. Rigolo aussi, parce qu'évidemment, pour le commun des mortels, ce qui est le plus intéressant dans l'Unicode, c'est les emojis, bien entendu. Et donc il y a des nouveaux emojis. Donc on a une pelle, une empreinte digitale, un arbre sans feuilles, un radis, une harpe, une tache violette, qui évoque un petit peu le logo Nickelodeon, et un drapeau de l'île de C'est vrai. Sark. Et, plus remarquable peut-être, un visage avec des poches sous les yeux. Et oui. La fatigue devient un emoji, et je comprends pas comment, à notre époque du burn-out, elle n'est pas arrivée avant. Voilà, il a fallu attendre 2024 pour voir la fatigue en emoji. Mais C'est plus que la fatigue, parce que la fatigue, il y avait l'emoji qui baille à la limite. oui, c'est avant, vrai, tu c'est vois, vrai, où t'as tu raison. pouvais Ouais. s'endormir. Mais là, il y a quelque chose de l'ordre de la dépression et du burn-out qui est encore plus significatif de notre époque, je pense. Magnifique. Et en fait, ce qui est assez fou avec cette histoire, c'est que, bon, je m'étais arrêté là, quoi, globalement, sauf qu'en fait, il y a une deuxième couche qui m'a vraiment fasciné, et qui m'a même fait peur. C'est qu'il y a eu une controverse autour d'Unicode 16. Même ça, même la révision d'un truc aussi utilitaire que ça, il y a eu une tentative de manipulation avec des fake news et compagnie. Il y a eu un hoax, en fait. Un hoax qui disait qu'Unicode aurait un emoji greenwashing. Donc un emoji avec une petite fleur qui a arrosé d'essence, on va dire, voilà. Qui est un truc qui aurait été conçu par Shepard Fairey, qui est un artiste connu pour une affiche de Barack Obama, en 2008. Et pour appuyer ça, il y a un faux site web, Unicode, qui l'annonce. Il y a aussi une fausse menace de procès qui prétend provenir d'un vrai groupe de l'industrie du gaz naturel. Et il y a un faux article de Cory Doctorow sur toute cette controverse qui a été publié dans une fausse version de Wired. Oh. C'est Wired Magazine au lieu de Wired, donc c'est assez facile à détecter si vous connaissez Wired, quoi. Et en fait, c'est une blague. C'est une blague des Yes Men. Et il y a l'EFF d'ailleurs qui fait un commentaire là-dessus, puisque Wired a attaqué, bien entendu, les Yes Men parce qu'ils ont usurpé non seulement le site, mais aussi un de leurs auteurs. Et ce qui m'a fait peur, c'est que, en fait, quand tu cherches des infos là-dessus, sur greenwashing Unicode, tu trouves quasiment que des fake news. Tu trouves quasiment que des relais sur les trucs que les gens ont fait. Et c'est difficile en réalité. Alors c'est Ars Technica qui relaie ça, il y a l'EFF aussi qui en parle, mais c'est Ars Technica qui le mentionne, si tu veux. Mais honnêtement, mis à part eux, la plupart des liens que j'ai trouvés, c'est des liens qui menaient vers les fake news. Et je dois avouer que ça m'a un peu effrayé, pas honnêtement. Ouais. Je comprends, Guillaume. Merci de nous faire part de ton alerte d'ailleurs. Vous pouvez continuer à les creuser à votre niveau. On va enchaîner, Guillaume, avec la sélection des sujets autour des jeux vidéo pour conclure cet épisode. Quoi de neuf dans le monde du jeu vidéo à part la PS5 Pro qui coûte très cher? Bah écoute, autre bonne nouvelle, j'ai l'impression, possiblement, c'est une procédure Oui. qui va peut-être changer des trucs dans la vie quotidienne de pas mal de joueurs, en bien, je pense. C'est la plainte à laquelle participe l'UFC Que Choisir sur les monnaies virtuelles dans les jeux. En cause, c'est les packs. Alors les packs de pièces, les packs de pièces de Diablo 4 par exemple, dont le principe est toujours le même, c'est évident. Les monnaies virtuelles sont jamais vendues à l'unité, elles sont vendues en pack. Évidemment, les prix tombent jamais juste. Vous volez un item que vous pouvez parier que l'item il est à 800 pièces, mais le pack le plus petit il est à 1000 pièces. Voilà, et c'est partout comme ça, donc il faut recharger son portefeuille en permanence. Et c'est 7 éditeurs qui sont visés pour les mêmes raisons. Il y a Activision, EA, Epic, Mojang, Roblox, Supercell et Ubisoft. La volonté, c'est que les objets, du coup, aient des prix réels, soit environ les monnaies virtuelles complètement, soit en permettant peut-être d'acheter directement en argent réel le montant qu'on veut, ça je sais pas. Mais bon, honnêtement, si cette pratique pouvait disparaître, moi je trouverais ça plutôt cool. Je pense qu'il y a un autre élément qu'on pourrait rajouter et qui là encore
serait pas trop coercitif et qui permettrait d'apporter de la pédagogie, je trouverais ça chouette qu'on puisse obliger, attention, hein, les interfaces de jeux vidéo et de consoles à mettre à côté d'une fiche jeu dans ton espace le montant dépensé au total sur le jeu. Tu vois, je trouverais ça vachement Ouais, intéressant c'est sûr. par pédagogie, Mm. qu'on arrive à voir combien on a dépensé Ah, dans mais un c'est un truc de jeu, fou. notamment les jeux services. Diablo 4, il a déjà rapporté 150 millions rien qu'en microtransactions. Pouah, la vache. Un Oh, truc de malade. Hein. mon Dieu, le montant. Bon, on parlait de la PS5 Pro. En tout cas, on a du nouveau, enfin, on a des confirmations plutôt sur les fournisseurs qui vont donner les composants de la PlayStation 6, Guillaume. Ouais, oui, c'est à la fois enfin, une information intéressante et une absence totale de surprise parce que il semblerait qu'AMD ait raflé donc le contrat pour fabriquer la puce de la future PlayStation 6. Et bon, bah oui, c'est eux qui font la PlayStation 4 et c'est eux qui font la PlayStation 5, donc bon, c'est pas non plus, tu vois, ça sort pas de rien du tout qu'ils fassent la PlayStation 6. La grosse news, ça aurait été que ce soit différent. La grosse que ce news, soit c'est un ça. autre Et pourtant, fournisseur. étonnamment, c'est un truc qui a été signé en 2022, donc ça veut dire que c'est déjà acté depuis un bon petit moment, et qui a pris des mois de négociation, parce qu'en réalité, il n'y avait pas qu'AMD, il y avait aussi Intel sur les rangs, il y avait même Broadcom. Alors Broadcom qui a été viré relativement vite, parce qu'Intel et AMD ont probablement tiré les prix, et que ça a dû être très compliqué, ou alors Broadcom pouvait pas s'aligner sur les performances, ça, bon, évidemment, on n'en sait pas grand-chose. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de savoir qu'Intel a beaucoup lutté pour avoir la PlayStation 6. Et c'est très très logique en réalité, parce qu'ils ont vraiment besoin en réalité de ça. Une PlayStation, c'est 100 millions d'unités sur une génération, hein, peut-être plus, si ça marche très bien. Il n'y a pas une PlayStation qui a sauvé d'ailleurs un fournisseur de processeurs. Oui, la PS4 a sauvé AMD. Hein. Carrément. Ah bah c'était justement la PS4 qui a sauvé AMD, effectivement. Tout Donc simplement. Intel se verrait bien sauver, bon, même s'ils sont moins en difficulté qu'AMD ne l'était à l'époque. Justement, ils sont en grande difficulté. C'est ça qui est intéressant à voir. C'est difficilement comparable. Mais... Intel, même s'il n'est pas forcément en aussi grande difficulté qu'AMD à l'époque, voilà. Il est quand même en grande difficulté. Il perd de l'argent, il doit investir énormément pour construire des nouvelles usines un petit peu partout. Donc en ce moment, c'est très compliqué, on en avait parlé dans les suppléments en particulier, mais bon, voilà, on en avait quand même pas mal parlé de la mouise dans laquelle est Intel. Et surtout, Intel, voilà, encore, on avait parlé en supplément, il se scinde en deux entités. L'entité qui conçoit les puces et l'entité qui fabrique les puces. Et donc, ils ont besoin de clients pour cette entité qui fabrique les puces. C'est ça le truc, hein, c'est qu'ils ne seront plus les seuls à utiliser leurs propres usines, mais ils veulent des clients pour faire tourner ces usines un maximum. Et c'est pour ça aussi qu'ils construisent à tour de bras, hein, pour devenir le TSMC de l'Occident. Sauf que ils ont besoin de clients. Ils ont besoin de clients stables, qui injectent beaucoup de cash. Et ça aurait été idéal, la PlayStation 6. Parce que Sony aurait été un client pendant, je sais pas, 5-10 ans peut-être. Et ils auraient injecté dans les 30 milliards. C'est le genre de montant, quoi, hein, 30 milliards de dollars, pour faire tourner ces usines sur 5 ans minimum. Bah, ça aurait été une aubaine pour démarrer le business de fonderie d'Intel. Un juteux contrat. Et du coup, c'est un petit peu le problème, c'est qu'ils l'ont trop voulu, j'ai l'impression, parce que alors c'est présenté comme ça dans leur, c'est Reuters hein, qui relaie cette information. Il y a que pour l'instant j'ai trouvé que eux. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que en fait Intel voulait tellement, voulait vraiment le truc, le contrat, mais il voulait aussi se réserver, disons, le plus de profit possible. Ce qui est assez logique vu les investissements massifs et les problèmes financiers qu'ils ont actuellement. Le problème, c'est que c'était trop pour Sony, et c'est à cause de ça qu'ils l'ont pas eu, c'est parce qu'ils voulaient garder en fait un trop gros pourcentage. Alors, c'est présenté comme ça, est-ce que c'est AMD qui a tout simplement fait le dos rond et qui a écrasé les prix, parce que eux, ils sont en meilleure santé financière pour le moment, hein. Est-ce que c'est ça? Bon, on ne sait pas. Dans tous les cas, le fait que donc AMD fasse la PlayStation 6 et pas Intel, c'est quand même finalement assez intéressant, et c'est aussi un coup dur, j'ai l'impression, pour Intel. On continue pendant qu'on parle d'AMD et de jeux vidéo. Oui, un petit truc assez marrant qui va arriver avec les Strix Point et probablement les prochaines APU, les prochaines cartes graphiques intégrées chez AMD. C'est la possibilité, sans passer par le BIOS, directement sous Windows avec le driver, d'ajuster la quantité de VRAM que vous voulez pour les jeux, et jusqu'à 3/4 de la RAM totale du système. C'est-à-dire vous pouvez associer vraiment beaucoup de mémoire vidéo si vous voulez à votre jeu. Alors que bon, traditionnellement, on est plutôt sur les 4 Go, et bon, c'est aussi logique parce que les GPU intégrées sont assez peu puissantes. La RAM qu'elle utilise, c'est de la RAM centrale, de la DDR4 ou de la DDR5, et donc c'est des trucs qui sont pas très rapides, qui n'ont pas une très grosse bande passante, donc
on voyait pas trop l'intérêt d'avoir de très très gros volumes de RAM vidéo pour les jeux. Mais en réalité, les jeux deviennent de plus en plus gourmands. Voilà, 6 Go ça commence à devenir un minimum, quoi, on va dire, pour certains jeux. Pour Alan Wake 2, c'est le minimum même, d'ailleurs. Donc, c'est pas complètement délirant, effectivement, de pouvoir octroyer beaucoup plus de mémoire vidéo comme ça au truc. Et puisqu'on est aussi, effectivement, sur AMD, puisqu'on parle toujours de gaming, ce qui est un peu paradoxal, mais bon, finalement, pas tant que ça, il y a eu une interview donc, d'un dirigeant d'AMD qui, donc, en marge du projet donc, de fusionner donc, ce qu'ils appellent CDNA et RDNA, c'est-à-dire globalement la partie pro et la partie gaming des drivers d'AMD. Vous fusionnez ça en un truc unique qui s'appelle UDNA, donc Unified DNA. Il y a donc ce cadre d'AMD a révélé que AMD n'allait plus sortir de cartes graphiques haut de gamme. Alors, de cartes graphiques haut de gamme, je pense qu'il faut comprendre plus de cartes comme les 4090 de Nvidia, par exemple. Ils vont se concentrer sur le milieu de gamme, c'est-à-dire sur des cartes qui sont plus abordables et qui sont vendues de manière beaucoup plus massive. Tout simplement, ils veulent beaucoup plus de parts de marché en gros, sur le gros du marché, parce que voilà, c'est pas dans les cartes à 800 € que vous allez avoir le plus de ventes, quoi. Donc globalement, ce qui se profile, c'est que Nvidia va sortir une 5090 qui va faire peur, mais peur vraiment. T'as comment dire, les rumeurs pour l'instant qu'on a sur la 5090, ça fait peur, puisqu'elle passerait à 3 GHz de fréquence, les GPU passeraient à 3 GHz, ce qui serait conjoint avec une consommation qui pourrait aller jusqu'à 600 watts. C'est un délire, quoi. 600 watts pour la carte graphique seule, c'est assez délirant. Je suppose qu'elle coûtera 2 reins, probablement aussi, elle sera atrocement chère. Et atrocement peu dispo. Probablement assez peu dispo, et puis bon, d'après ce qu'on vient d'apprendre, clairement, elle n'aura pas de concurrence. Parce qu'AMD, il va pas aller dans le concours de bits là, il va pas faire ça du tout. Ce qu'il va faire, c'est probablement des cartes milieu de gamme qui seront beaucoup, beaucoup, beaucoup moins chères. Et c'est pas plus mal. Et d'ailleurs, Nvidia commence à jouer un petit peu avec le feu, parce que ils ont quand même mis longtemps avant de proposer des cartes graphiques de génération 4 qui soient vraiment crédibles pour le milieu de gamme. Parce que la 4060, bon, elle consommait beaucoup moins, mais au niveau des performances, ça motivait ça motivait pas grand monde à upgrader, quoi, tu vois. Donc là, qu'est-ce qu'ils vont faire pour la génération 5000 ? C'est quand même une grosse question. En tout cas, pour la prochaine génération des AMD, c'est assez clair, ils veulent se concentrer sur le milieu de gamme. Ça va cramer de la consommation électrique à tout va, c'est magnifique. Tu n'as pas eu l'occasion, Guillaume, de nous donner ton regard sur ce que la PS5 Pro avait dans le ventre. Et j'ai l'impression que tu es très enthousiaste, n'est-ce pas ? Non, mais c'est pas sérieux, c'est une blague. Non, parce qu'elle coûte 900 balles, elle coûte 800 balles son disque quand même. Donc elle coûte... Et sans socle pour la mettre en verticale aussi. Non, mais c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie, parce qu'elle coûte... Donc 900 balles, soyons sérieux, je veux dire, parce que vous êtes un joueur PlayStation 5, si vous achetez la version à 800 balles, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'occasion, vous pouvez pas avoir les jeux de vos potes, vous pouvez pas passer vos jeux à vos potes, enfin, je veux dire, vous pouvez pas revendre vos jeux, vu le prix des jeux, vous allez vraiment... donc ça veut dire qu'en gros, la PS5 Pro, c'est 900 balles. Voilà. Donc, 900 balles, pourquoi ? Posons-nous la question. Eh ben, The Verge a la réponse, puisqu'ils ont des comparatifs d'images sur PlayStation 5 et PlayStation 5 Pro. Ah, on va voir la différence, ça va nous sauter aux yeux. Eh ben non, elle saute pas vraiment aux yeux la différence, parce que, en gros, si tu télécharges et tu t'affiches le truc en full 4K, oui, c'est un peu plus fin sur PlayStation 5 Pro. Et bon, oui, vous aurez cette finesse en 60 images par seconde. Mais 900 balles, sérieux ? Je veux dire, faut pas déconner, ça apporte quoi ? Pas grand-chose en réalité. Et ça apporte surtout trop peu pour le prix. De mon point de vue, c'est vraiment complètement ubuesque. Bon, déjà, j'étais pas très fan de la PlayStation 4 Pro, parce que la PS4 Pro, c'était comment dire, c'était la fin de l'égalitarisme consolien, qui s'opposait à l'élitisme PCiste, n'est-ce pas ? Et donc, j'étais pas très très content de ça, mais bon, au moins, la PS4 Pro passait, oui, de 1080p à 4K, effectivement. Même si c'était à peu près du 4K, ok, d'accord, il y avait de l'upscaling, mais enfin, globalement, c'était ça l'idée. Et la promesse était à peu près tenue, vous pouviez jouer dans de bonnes conditions en 4K sur PS4 Pro et en 1080p sur PS4 Pro. Donc, ça pouvait se comprendre. Là, franchement, entre la PS5 et la PS4 Pro, vous avez la 4K sur PS5 Pro, sur PS5,
Puis vous avez la 4K un tout petit peu plus fine sur PS5 Pro. Ah bah oui, c'est vachement motivant, quoi. Bon, honnêtement, alors, peut-être que je me plante totalement, mais je prédis qu'ils en vendront pas beaucoup. J'ai du mal à comprendre à qui elle s'adresse, effectivement, et j'ai du mal à comprendre qui pourrait avoir un véritable engouement pour cette version de PlayStation. Et oui, tu as raison, quand on compare les vidéos, ça me laisse pour le moins circonspect. J'ai pas l'impression de voir une grande évolution. Ouais, on verra aussi à l'usage et comment peut-être les développeurs arriveront à tirer parti. Hein, on peut Mais bah, peut-être, mais le bénéfice c'est du toujours doute, tu pareil. vois. Si tu veux, les développeurs, ils vont faire quoi? Ils vont pas faire un truc exclu PS5 Pro. Bah non, ils vont forcément le Donc, à rendre mon compatible avis, PS5 non pro. dans Ouais. l'immense majorité des cas, la différence entre entre les deux sera vraiment mais marginale. Hein. Mm, mm. Bon, bah, tu nous confirmes un petit peu notre sentiment. Alors du coup, on va se pencher du côté de Xbox qui doit profiter de ce mouvement abusif sur le plan du marketing et de la commercialisation de la part de son concurrent, puisqu'ils doivent voir des opportunités comme ça de développement. Ça doit aller mieux chez Microsoft Gaming, Guillaume. Oui, bah, juste pour dire qu'ils sont encore en train de virer 650 personnes. Enfin, c'est incroyable. Alors, il faut quand même se souvenir qu'à un moment, ils ont dit non, mais vous inquiétez pas, on va racheter Activision Blizzard, mais ça va rien changer. Ils vont être complètement indépendants, on va garder tout le monde et tout, ça va être exactement comme avant. Et depuis, 1900 employés virés un peu plus tôt là, dans l'année, là encore 650, et c'est toujours ça, hein. C'est pour un réalignement post-acquisition. Voilà. Donc c'est vraiment ça. Voilà, en gros, ils ont pris. Alors, ils ont chopé Activision Blizzard pour leur compte. C'est super. Hein, ça leur rapporte énormément de pognon. C'est peut-être ça qui va leur permettre de basculer peut-être un jour en tant qu'éditeur. On va savoir, en tant qu'éditeur pur. Bon, on va savoir. Toujours est-il que pour les employés et pour les studios, putain, c'est vraiment pas la même chose. Hein. Ouais, ça coûte cher. Et puis on conclut alors, seul toi, Guillaume, arrive à nous apporter ce type de news et je ne l'avais pas vu passer, mais effectivement, il faut qu'on parle un petit peu d'Hasbro, qui est un mastodonte du jeu, pas forcément jeu vidéo d'ailleurs, mais qui prend position en matière d'intelligence artificielle. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne veulent pas défendre les valeurs traditionnelles des jeux de société en carton et en papier. Ils veulent aller plus loin. Oui, alors c'est très rigolo chez Hasbro parce que Hasbro, ils ont la licence, enfin ils ont Wizard of the Coast, donc ils possèdent la licence Oui. Magic, et ils ont aussi Donjons et Dragons. Mm. Et à une époque, il y avait eu des gros backlash, voilà, sur le fait que Wizard of the Coast avait utilisé des images génératives pour faire la promotion, voilà, pour des images de pub, ce genre de truc. Et bon, ils avaient du coup une politique assez claire, hein. Ils n'utiliseraient jamais d'IA pour les illustrations Au des grand cartes jamais, de même, Magic. ils ont Voilà, dit. bon. Ils ont dit même au Au grand jamais. jamais, tout à fait. Et on retrouve d'ailleurs un petit peu les mêmes problématiques sur Donjons et Dragons, et si on regarde la FAQ de Donjons et Dragons actuellement, ils disent que, ils découragent tous ceux qui participent en fait à l'élaboration de trucs sur Donjons et Dragons d'utiliser des IA génératives pour les illustrations, etc. Et donc on avait plus ou moins une ligne, voilà, qui était non, pas d'IA, que du truc humain. Sur ce, le PDG, Chris Cox, dit à une conférence Goldman Sachs que l'IA, ils l'utilisent déjà. Ils ont plein d'outils maison en interne qu'ils utilisent avec lesquels ils utilisent de l'IA déjà depuis un petit moment et que ça va y aller encore plus. Et que ça va être non seulement pour l'illustration, mais carrément pour le potentiel ludique et émergent des histoires générées en temps réel. Alors, au-delà du 180 degrés, quand même, qui est assez fascinant de la politique de la boîte, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est pas logique? Et là, je sais que ça va faire bondir certains, mais en réalité, AI Dungeon, c'est un truc qui existe depuis plusieurs années déjà, qui a commencé avec GPT-3 il y a un bon moment. Et c'est ça. C'est des campagnes jeux de rôle génératives. Alors elles valent ce qu'elles valent, hein, c'était pas forcément super génial, mais avec les modèles locaux qu'on peut utiliser un petit peu comme on veut, il y a beaucoup de gens qui font du roleplay. Il y a beaucoup de gens qui font sur Reddit, on voit énormément de gens qui font du roleplay avec des modèles de langage, hein, qui font des petites campagnes, qui s'amusent à discuter avec des gens, voilà. Et finalement, est-ce que c'est pas logique que Donjons et Dragons lui-même essaye ce genre de truc? Est-ce que, tu vois, c'est une question que je pose, hein. Est-ce qu'ils vont pas juste commercialiser et encadrer ce qui commence de toute façon à se faire de manière un petit peu sauvage avec divers modèles plus ou moins coquinous qui s'échangent sur Hugging Face, quoi, tu vois? Est-ce qu'ils peuvent réellement passer à côté de ça? Je sais pas. C'est une question que je pose.
Ça me paraît effectivement complètement incontournable. Après, est-ce que c'est souhaitable? C'est évidemment un tout autre sujet. Est-ce qu'il n'y a pas un caractère un petit peu triste à voir une partie de ce qu'on aime dans le caractère traditionnel de certains de ces jeux et qui est très basé sur l'interaction humaine, hein. Effectivement, le jeu, notamment je pense aux jeux de rôle et à Donjons et Dragons et tout ce qu'il incarne au travers des valeurs de proximité. Bon, de toute façon, Donjons et Dragons est plus forcément l'incarnation des interactions humaines qu'on imaginait. C'est un jeu qui est extrêmement joué aussi au travers des interfaces en ligne. On pourrait presque faire un petit appel du pied à Romaric Briand qui pourrait nous en parler assez longuement. Donc oui, c'est difficile de leur reprocher. Ce qui était peut-être un peu dommage, c'était d'avoir promis, de s'être engagé quelque part à ne pas bosser avec et de voir que finalement, ils auraient peut-être mieux fait de se taire. Merci Guillaume pour cette revue complète de l'actualité des nouvelles technologies. On a beaucoup parlé d'intelligence artificielle, mais c'est nécessaire hein, évidemment de s'actualiser sur ce sujet. Merci beaucoup évidemment à vous qui nous écoutez de nous suivre épisode après épisode. On compte sur vous si jamais le podcast répond à un objectif que vous avez de vous tenir au courant de l'actualité des nouvelles technologies et que vous trouvez que ce format permet de le faire de manière qualitative tout en passant un bon moment. Et puis surtout, s'il n'y a pas d'équivalent, parce que vous considérez que ce qu'il y a en vidéo aujourd'hui ou à lire, ça ne répond pas à votre mode de vie, rendez-vous sur patreon.com/techcafé et aidez-nous à rendre ce podcast le plus durable possible. Profitez en échange des épisodes sans la pub. Je vous invite encore une fois à venir sur Discord, techcafé.fr/Discord, et à venir déposer un petit commentaire sur techcafé.fr dans l'article qui accompagne la parution de ces épisodes. Bien entendu, au-delà de tout ça, vous pouvez nous rejoindre et nous retrouver à titre individuel. Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver ? J'ai peut-être essayé de prendre la transcription de cet épisode et de l'envoyer chez Google, chez Notebook LM pour faire un podcast avec. Ah, un podcast issu d'un transcript d'un podcast pour voir ce que ça pourrait... Alors, tu es en train de nous préparer un supplément préparé facilement pour voir ce que ça peut Alors, donner. non, promis, certainement pas. Mais bon. J'ai quand même testé ce truc, ça me paraît, c'est vraiment étonnant quand même. Hein. Bah oui, pour voir un petit peu. Et puis alors, ce qui serait marrant, ce serait de prendre le transcript de l'épisode issu du transcript de l'épisode et d'en refaire un épisode pour voir ce que ça peut donner. Enfin, bon, il y a des limites à l'exercice, j'imagine. Merci beaucoup, Guillaume, en tout cas, pour ta préparation de cet épisode et ta participation à cet enregistrement. Vous ne me retrouvez pas encore hein, dans les capsules qui volent très très haut dans le ciel pour tester les combinaisons de SpaceX parce que ça fait partie de ces trucs qui m'angoissent et qui me captivent en même temps. C'est un peu comme sauter à l'élastique. Ça me fait peur et j'en rêve en même temps. Donc, je pense que je ne le ferai jamais. Merci beaucoup, encore une fois, pour votre fidélité. Rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.